Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la tour de commandement, l'endroit où on a l'air parler du commandeur, ici Thibaut. Et Émeric. Et aujourd'hui, on attaque la suite. Ça ne s'arrête plus, ça ne s'arrête plus. Oui. Mais on sait que c'est ce que vous voulez, donc on vous le donne. Vous savez ça, bande de gens. De saligouins. Du coup, on se retrouve aujourd'hui pour la nouvelle extension de Magic. On va parler des cavernes oubliées d'Ixalan et on va vous parler aujourd'hui des commandants, parce que c'est ce qui vous intéresse le plus en dehors des decks. Voilà. Moi, en tout cas, c'est ce qui m'intéresse le plus. Voilà, ça va être encore une fois un gros run, puisque si vous ne le savez pas, il y a évidemment l'extension comme d'habitude, avec les commandants qu'on va aborder dans un premier temps, on va parler ensuite des autres cartes, et après on va reparler des 4 decks qui sortent à côté, parce que évidemment comme il y a 4 tribus qui se mettent dessus sur Ixalan, en fait ils ont fait tiens, on va peut-être en profiter et faire les 4 decks qu'on n'avait pas fait à l'époque, tiens. Parce que faut dire aussi qu'un truc tout con, c'est que Ixalan est devenu ultra populaire avec le temps, et que les 4 tribus, les 4 peuples qui sont représentés dans ce truc, dans ce set, enfin dans les 2 anciens sets, font partie des tribes les plus importantes. Ouais. Pas tous, il y a les vampires, oui. Vampires, les ondins, oui. Pirates, en fait, c'est parce que c'est devenu populaire à cause de ça, et parce qu'il y a eu encore des éléments ensuite qui sont rajoutés. Et dinosaures, ça a explosé en popularité. Ouais, il y en a eu un petit peu à droite à gauche, donc du coup ça... Mais c'est vrai que le set, le 2 Ixalan d'origine ont vraiment apporté suffisamment. Mais on n'est pas là pour faire une rétrospective dessus, il paraît que quelqu'un d'autre est en train de s'y atteler, donc bon, voilà. Voilà, peut-être un jour. Bref, on va d'abord passer par la phase de pub avant de commencer à attaquer ces commandants. Et voici venir la phase de pub durant laquelle nous allons vous le rappeler d'aller nous suivre sur les différents réseaux sociaux, sur Facebook, sur Twitter et sur Instagram, pour avoir toutes les news, toutes les infos de la tour de commandement, savoir quand est-ce que les vidéos sortent, mais également savoir quand est-ce que nous réalisons les différents lives sur Twitch. Et si jamais vous ne pouvez pas assister au live, vous avez les archives de la tour de commandement pour voir les replays de ces live Twitch. Nous en profitons également pour remercier les tipeurs de la tour de commandement. Sans eux, rien ne serait possible, car ils nous soutiennent financièrement chaque mois ou ponctuellement et nous permettent de continuer à investir dans les différents projets de la tour. Donc un grand merci à eux, et si jamais vous souhaitez les rejoindre, c'est dans la description de la vidéo. Bien, donc du coup on va aborder les commandants de l'édition. Alors il va y avoir les commandants de l'édition, puis après il y aura les commandants des boosters d'extension uniquement. Bon ça va, ils sont pas très nombreux. Il y en a 2. Puis il y aura peut-être, si on a le temps, petit bonus. Jurassic Park en plus, parce que et là ils disent, attends, on parlait pas de Magic? Non, oui, il y a des cartes Jurassic Park qui sont également dans le set, et on va devoir en parler. Voilà, c'est des petits bonus. Alors j'ai reçu les boîtes de l'édition ce matin, donc voilà, c'est un booster sur 12, voilà. Qui contient une carte Jurassic Park. Oh yes. Voilà, donc voilà, dans une boîte, vous avez quasiment 2 à 3 cartes par boîte de booster d'extension. Donc, c'est plutôt sympathique. Bref, on attaque les commandants, et bien sûr, on va les faire dans l'ordre des couleurs, et on va attaquer fort avec le début d'un cycle. Ce sont les dieux. Voilà. Oui. La première, c'est Ogertak. Ogertak, Fondation des Profondeurs, une créature légendaire dieu, 6/6 pour 6 mana dont 2 blancs. Elle a la vigilance, et si au moins un jeton de créature devait être créé sous votre contrôle, 3 fois ce nombre de jetons sont créés à la place. Et quand elle meurt, renvoyez-la sur le champ de bataille, engagée et transformée sous le contrôle de son propriétaire, et ça devient du coup un terrain transformé. C'est le temple de la civilisation. Pardon, excusez-moi, je vais vous expliquer après pourquoi je rigole, mais qui s'engage pour faire un blanc, et qui pour 3 dont un blanc s'engage pour le transformer, uniquement si on attaquait avec au moins 3 créatures ce tour-ci, et uniquement en rituel bien sûr, vous pouvez le faire. Non, pourquoi tu rigoles? Si je me dis, c'est quand elle meurt, elle se transforme en temple. Du coup maintenant on fait des temples avec le cadavre des dieux. Ah oui, oui. Ouais, c'est marrant. Pourquoi pas? Alors, déjà beaucoup de choses. Forcément, tout le monde va dire « Ah, mais c'est mon drac, mais en plus, mieux !» Bah oui, mais non, parce que ça coûte aussi un peu plus cher. Donc, je suis pas super confiant dans le fait d'avoir une créature à 6 en zone de commandement qui est, entre guillemets, que un effet de triplage de token. Sinon, après, évidemment, le fait dans le bon deck, dans le deck jeton, ça va être très très bien. Le fait d'avoir ton effet qui va tripler, c'est très très bien. Par contre, là, je vais râler un peu. Ça m'arrive pas souvent. Parce que d'habitude, moi, je suis celui qui est assez enjoué, mais là, je vais râler parce que tout le cycle de Dieu a un effet que quand il meurt, ça devient un terrain.
les terrains ont des effets pour redevenir des machins. Et en fait, je trouve que ça marche jamais. Il y a aucun des cas où t'as envie, où tu auras envie de dépenser autant de ressources pour retrouver une créature, même si l'effet de la créature est fort de l'autre côté. Et bien souvent, si ton dieu, ça va être ton commandant, bah t'auras juste envie qu'il retourne en zone de commandement pour le rejouer après. Parce que dans les faits, là ça paraît simple, hein. Tu dis bah oui mais regarde, il suffit d'avoir un seul jeton, du coup t'en as 3, et comme ça même si Horaire Tac meurt, bah du coup tu t'en fous parce que tu peux quand même la retransformer rapidement, mais en fait tu perds tellement de temps, en fait, je trouve, que... Après ça, je sais pas, ça passe outre la taxe de commandement en fait, ça c'est quand même relativement fort. Ouais mais... Après... Moi, je pense qu'avant de parler de la transformation, je te rejoins sur le fait que est-ce qu'on a vraiment envie d'avoir un tripleur de jetons qui coûte 6 mana ? Non. C'est un peu comme Émancipation Ardente. Voilà. Et encore, Émancipation Ardente, pour ceux qui se rappellent pas, c'est un enchantement en rouge qui triple les blessures. Ouais. Mais le truc, c'est que c'est cher, parce que ça coûte 6 mana. Et mine de rien, en fait, la plupart du temps, bah, vos jetons, vous les aurez déjà créés. Là où, par exemple, Émancipation Ardente, dans le genre, si on repart vraiment sur un comparatif entre les deux, bah, au moins, en fait, tu peux avoir déjà tes sources de dégâts qui sont prêtes, et ensuite que tu vas, du coup, tripler les dégâts. Là, Horaire Tac, va nous obliger, en fait, à avoir littéralement les ressources en main, à garder nos ressources pour dire je vais créer des jetons. Ou alors à avoir des trucs qui créent des jetons au début de chaque entretien, par exemple, ou à des moments précis. Ce qui, là, dans ce cas-là, est assez cool. Mais c'est vrai que c'est assez peu, il y en a assez peu en fait, c'est assez peu nombreux. Donc ouais, je veux dire, je suis un très gros amateur de jetons, c'est une stratégie que j'aime beaucoup, mais bah en fait là c'est vraiment, on a voulu faire un Mondrake ++, mais en fait Mondrake suffisait déjà à faire son boulot. Et je veux dire, avec tous les doubleurs de jetons qu'on a déjà dans d'autres couleurs, et qui faisait aussi que Mondrake, bah en fait, on se disait, ouais, à la tête d'un deck, c'est très mono-blanc, donc du coup, t'enlèves des doubleurs de jetons intéressants, tout ça. Tu disais plutôt, bah non, on va essayer de trouver un commandant plus diversifié, qui a plus de couleurs, et où tu peux jouer un petit peu plus, et pas être uniquement sur je double, point. Là, ouais, en fait, on retombe dans une redite, finalement, de Mondrake, mais en pire. Alors bon, Mondrake n'est pas mauvais, hein, je dis pas le contraire. Non. Mais tout comme je pense que vous allez jouer ce dieu-là, si vous voulez jouer dans un jeu jeton, mais à la tête d'un deck, difficilement. Probablement pas. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que si jamais il est pas à la tête du deck, là, avec le temps, il est bien. Là, il est intéressant, parce que du coup, il va se recycler, il revient et tout est là, ouais, d'accord. Mais par contre, moi je pense que la condition pour le retransformer, elle est pas si grande que ça. Parce que dans un deck jeton, t'auras souvent déjà tes 3 créatures, même sans avoir fait un triple. En fait, c'était. Alors après, par contre, c'est un sentiment global que j'ai sur le set entier. C'est le fait de les transformer en terrain, je trouve pas ça si fou que ça. Ouais. Et par contre, je te rejoins sur le. En fait, le problème, c'est que là, on a beaucoup parlé de Mondrake, mais en même temps, Mondrake, c'était en début d'année seulement qu'il est sorti, faut pas oublier. Le comparatif. Le comparatif est trop évident. Voilà, et ouais. Éviter de jouer Horaire Tac en tant que commandant, je pense. Ou alors jouer là dans un deck. Ou alors moi j'ai un truc à vous dire, hein. Vous la jouez en mode Voltron. Ouais. Alors, ça peut paraître très bizarre, mais c'est jeton Voltron. En gros, vous la jouez en fait avec des capacités qui donnent, par exemple avec l'exaltation, etc. Vous jouez des trucs qui donnent un boost. Ça me fait marrer parce que j'ai joué un deck, j'ai un de mes decks, j'ai joué une partie où c'était comme ça, où littéralement j'avais plein de créatures et en fait j'avais que mon commandant qui attaquait. Et en fait, il y avait un boost pour le nombre de créatures que je contrôlais. Et t'es là, d'un seul coup, ça peut devenir intéressant parce que ça reste quand même une belle bête de base. Mais bon, est-ce qu'on n'a pas envie de jouer autre chose ? C'est la question. Après voilà, je pense que pour ceux et celles qui ont envie de s'amuser un peu avec et qui n'ont pas forcément Mondrake, ça peut être une option un petit peu intéressante aussi pour remplacer. Donc, bon. Mais le tempo va pas être le même du tout, pour le coup. Non. On va passer au bleu. Déjà, oui, parce qu'il y a très peu de commandants monocolores. Et on va parler de Akal-Pakal, première parmi les égaux, créature légendaire humain et conseiller. C'est une 1/5 pour 2 et un bleu. Au début de l'étape de fin de chaque joueur, si un artefact est arrivé sur le champ de bataille sous votre contrôle ce tour-ci, regardez les 2 cartes du dessus de votre bibliothèque, mettez l'une d'elles dans votre main et l'autre dans votre cimetière. Il y a... Waouh, il y a tellement de choses qui me viennent en tête. Je dis, alors c'est à toutes les étapes de fin. Déjà t'es là. Déjà ça c'est bien. Attends, on est en train de parler d'une carte éditée en standard là. Pas mal ça. Donc bon, ça c'est intéressant. Artefact, il n'y a pas artefact non jeton, donc du coup tous les trésors, les indices, la nourriture, t'es là, ouais, ça peut fonctionner quoi. Donc ouais, après t'as le côté réanimation, enfin voilà, quand on décortique un petit peu la carte, il y a beaucoup de choses qui sont dedans, et là tu te dis, ah ouais, attends, il y a, c'est vrai que y a du stuff quoi. T'es en train de cocher beaucoup de cases de trucs qui sont cool. Et tu peux jouer avec, bon, tu vas forcément jouer artefact.
Mais en gros, tu peux jouer en effet autour de ah bah tiens, est-ce que je vais jouer jeton artefact avec trésor et indice surtout. Bon, nourriture, désolé, je les zappe un peu. Mais et après, est-ce que je joue réanimator? Est-ce que je joue avec mon cimetière, le flashback? Il y a beaucoup d'ouverture. Après, il est mono bleu. C'est là où je suis presque déçu qu'il n'y ait pas du noir en plus pour faire de la réanimation. Ouais. Voilà. Moi, je le verrais bien dans tout, justement, on en parlait, dans tous les trucs qui vont commencer là, à faire beaucoup de jetons, et pas forcément à la tête de son deck, peut-être pourquoi pas, hein, je sais pas. Mais en tant que bon outil, parce que ça coûte que 3, chaque étape de fin, faut juste faire venir un jeton artefact, ce qui va arriver. Enfin, je veux dire, juste si t'as ta dîme étouffante, le mec, il va peut-être réfléchir à 2 fois, tu vois, si t'as Akalpakal et dîme, il va faire, je vais peut-être payer 2, parce que du coup, je vais pas lui donner qu'une carte, je vais lui donner une carte, puis une sélection de 2 cartes. C'est vrai. Après, moi, je me dis aussi, il y a autre chose. Tu peux le jouer, en fait, vidage de bibliothèque. Tu joues ta sauce oracle, etc. En fait, tu vides la bibliothèque, et t'es là, tu peux jouer avec indice, trésor, plus derrière aussi des artefacts qui font piocher, notamment quand ils arrivent en jeu ou quand ils sont sacrifiés. Et en fait, tu t'amuses à faire comme ça. Là, bah, pourquoi pas. C'est vrai. Il y a des artefacts en plus qui sont assez cool. Il y en a un qui est sorti, excusez-moi, ça me revient, mais avec Brothers War. Alors, c'est un truc très nul qui coûte 4 mana et qui dit que quand t'as un artefact ou lui-même qui est mis au cimetière depuis le champ de bataille, tu crées une Nito Force. Ah oui, c'est un peu bête ça. C'est un peu con. Et t'es là, tu te dis, ouais, mais si t'es sacrifié artefact, techniquement tu peux t'amuser avec. Voilà, je l'aime beaucoup, donc voilà, j'en parle vite fait, mais ouais, c'est. Ouais. Sinon, on avait pensé un petit peu, si jamais vous voulez absolument le jouer en tête de liste, Marauding Besiege, pensez-y, ça peut être une win-con alternative, parce qu'à mon avis, le deck peut être très très lent, et il faut trouver un moyen de se dépatouiller. Ouais. Voilà. Mais sinon, je pense que la carte sera mieux dans un deck déjà construit qu'à la tête de son propre pack. Ouais. Ou alors si vous avez envie de vous amuser. Ouh, le suivant, on connaît cette tête. Enfin, on le voit pas, là, il est un petit peu... Il a pris la pause et tout... C'est Malcolm, Vaurien attirant, une créature légendaire sirène et pirate qui coûte 2 dont un bleu, c'est une 2-1, il a le flash, le vol, et à chaque fois qu'il inflige des blessures de combat à un joueur, mettez un marqueur cœur sur lui. Piochez une carte, puis défaussez-vous d'une carte. S'il y a au moins 4 marqueurs cœur sur Malcolm, vous pouvez lancer la carte défaussée sans payer son coup de mana. Oh damn boy. Bah alors, il y a beaucoup de choses, mais... Moi, je préfère l'autre version de Malcolm. Ouais, c'est pas pareil. En même temps, il y a des combos aussi autour. Mais voilà, je préfère l'ancien Malcolm. Lui, il peut être con, quand même. Lui, il est assez cool. Maintenant, il a quand même des stats vachement fragiles. Enfin, 2-1. Bon, il a le flash, il vole. Il arrive très tôt dans la game. Hein. En fait, moi, c'est ça qui me tue. C'est qu'il coûte que 2. Ouais, je sais pas. Il est en flash vol, t'es là. J'aurais essayé de... Puis bon, double initiative. Ouais, alors en mono bleu. Bon, t'as quelques équipements. Ouais, il y a quelques équipements. T'as quelques équipements, c'est suffisant. Donc t'es là, double initiative, prolifération, parce que c'est les marqueurs. Oh. Je pense qu'il faut juste garder à l'esprit que c'est un pirate. Ça, c'est mon avis. Hein. On garde à l'esprit que c'est un pirate, on peut l'ajouter dans un shell pirate aggro. Pirate, ouais, il est pas... Petit pirate aggro bleu-rouge. Il peut être vraiment pas déconnant. L'idée, oui, effectivement, c'est d'essayer, je suis d'accord avec toi, c'est d'essayer de choper plus rapidement ces 4 marqueurs. Donc si tu lui files une double init, évidemment, en 2 coups, c'est fait. C'est du looting sympa en plus, hein. T'es là, enfin... Oui. Ça arrive vite, il met ses marqueurs rapidement, enfin bon, dès le tour 3, vous pouvez directement déjà avoir un marqueur sur lui, il a déjà mis une patate, vous avez déjà tour 3, il a déjà looté, ouais. T'es là, ouais, c'est sympa, quoi. Honnêtement, je le trouve cool, et je pense qu'après, dans des jeux qui vont beaucoup s'axer autour de l'autodéfausse, ça peut être assez sympa aussi, quoi. Ou des jeux animateurs, encore une fois, avec du bleu, tu peux t'amuser, hein. Mais c'est pour ça, un peu comme le précédent, il se joue aussi dans d'autres styles de jeu. Dans les decks, il peut être très bon, et je pense que dans son deck, il peut être sympa aussi, quoi. Mais c'est un petit truc sympa, mais qui, à mon humble avis, fera pas non plus des grands miracles. Par contre, dans les formats 60 cartes, à mon avis, standard ça, à mon avis, ça va picoter un petit peu, quoi. Un petit peu, probablement. Fin de tour 2, Malcolm. La carte suivante, c'est Horaire Pactakik, l'âge des profondeurs. La créature légendaire est Dieu, c'est une 4-3 pour 2 et 2 bleus. Elle a le vol. À chaque fois que vous lancez un sort d'éphémère depuis votre main, il acquiert le rebond. Donc on l'exile au moment où il se résout, et au début du prochain entretien, on peut le lancer depuis l'exil sans payer son coup de mana. Et quand Horaire Pactakik meurt, renvoyez-le sur le champ de bataille engagé et transformé sur le contrôle de son propriétaire avec 3 marqueurs temps sur lui. Et de l'autre côté, c'est un temple, le temple des cycles du temps. On peut l'engager pour un bleu, on retire un marqueur temps du temple, et pour 2 et un bleu, on l'engage et on retransforme le temple, et on peut l'activer que s'il n'y a plus de marqueur temps sur lui, et que lorsqu'on pourra lancer un rituel.
Ça fait beaucoup de choses. Putain, il se passe des choses sur cette carte, hein, la vache. Par contre, le rebond à tout essor d'éphémère. Ouais. Damn boy. C'est une très bonne capacité, hein, je veux dire. Après, t'es en train de regarder les prononciations. J'ai trouvé le truc des prononciations. D'accord, ok. Ouais, mais c'est pratique. Ouais. Pakpatik. Ouais, parce que ce serait dommage de mal le dire. Ok. Mais du coup, c'est vrai que le rebond à tous les éphémères, je me souviens, c'était comment il s'appelle encore, c'est le lancement temporel qui coûte 7 mana, c'est un enchantement bleu qui triple bleu, enfin bon, c'est un truc très cher. C'était 4 et 3 bleus. 4 et 3 bleus, ouais, c'est ça. J'ai essayé de le jouer une fois, j'étais là, ouais, non, finalement, je vais le retirer du deck. Ouais, non, c'est pas mal du tout. Alors après, là, c'est que les éphémères, donc du coup, contre-sort, bof, voilà. À moins que vous ayez par exemple un contre-sort, parce que bon, si t'as plusieurs éphémères qui sont lancés, du coup ils acquièrent le rebond, tu les lances quand tu veux, tu peux contrecarrer un de tes sorts, mais par exemple pour piocher une carte, parce que t'as peut-être mis Arcane Denial et tout en contre-sort, ça peut être cool. Mais bon, derrière après je pense que ça reste quand même pas mal. Après, à la tête de son propre deck. Ouais, comme tu dis, parce qu'en fait on s'est rendu compte que beaucoup d'éphémères sont, comme tu as dit, c'est du contre. Il y a de la pioche, alors les cantrips ce sera très bon. Ouais. Il existe quelques autres cartes de gestion en style Pongify ou hybridation rapide qui peuvent être très bons avec horaire, mais là en fait le problème c'est que tu vas être vite limité à te dire que le seul truc que ça va t'amener c'est des doubles cantrips. Ouais. Donc ça va te donner un shell control un peu bizarre où tu vas essayer de pas jouer tant de contre que ça parce que t'as pas... Enfin, avoir un contre qui reboot c'est un peu chiant quoi. Bah, ça sert à rien. Mais... Au pire, et tu peux pas... Après, il reste en exil. Bah ouais. Si tu peux pas le lancer en fait avec le rebond, il reste exilé. Ouais. C'est ça. Ouais, c'est un peu Par contre, dans des 99, encore une fois, pourquoi pas un bon deck Spellslinger bleu avec autre chose. Ou alors faut lui-même le jouer dans un deck plutôt pépère, quoi, j'ai envie de dire. Ça sera pas forcément un gros deck, à moins que vous jouiez avec quelques cartes très spécifiques. Ouais. Il doit y avoir des trucs quand même assez confus. Ce qui est fou avec ce truc-là, c'est que quand on en a discuté, en fait, on s'est rendu compte que pour le même truc de mana, on préférait jouer Talrand dans le même genre de deck. À la tête d'un même genre de deck. Parce que du coup, Talrand il donne un truc quoi qu'il arrive. Là, OR, il va rien faire. Les éphémères et les rituels, donc ouais, c'est... Par contre, bizarre, dans un pack Talrand, lui... Ah bah par contre, ouais, voilà, c'est ce que je dis, dans un deck Spellslinger, tu te mettras bien, et encore une fois, quand c'est pas en zone de commandement, le fait d'avoir le terrain, c'est entre guillemets moins gênant. Ouais. Après, le terrain, moi je trouve ok. L'avantage, c'est qu'il peut continuer à faire du bleu même s'il n'a plus de marqueur temps. Oui, ça encore cool. Heureux. Voilà. Mais c'est vrai que le timing, ou dire, ah non, attends, faut qu'il ait retiré tous ses marqueurs temps, tu te dis, putain la vache, 3 marqueurs temps, ça fait un peu chier, quoi. Donc bon, c'est... Oui, non, ok. Le terrain, ouais, j'en balance pas grand-chose, honnêtement. C'est bof. On passe au noir, et on passe à Aclazots, Trahison des profondeurs. C'est une créature légendaire chauve-souris et dieu, damn boy. C'est une 4/4 pour 5 mana, dont 2 noirs. C'est une vol, lien de vie. Et à chaque fois qu'Aclazots attaque, chaque adversaire se défausse d'une carte. Pour chaque adversaire qui ne peut pas le faire, puis vous piochez une carte. À chaque fois qu'un adversaire se défausse d'une carte de terrain, créez un jeton de chauve-souris 1/1 noir avec le vol. Et quand il meurt, renvoyez-le sur le champ de bataille, engagé et transformé sous le contrôle de son propriétaire. Et de l'autre côté, ça devient le temple des morts. Parce que voilà. Il s'engage pour faire du mana noir, ou bien, et ensuite, pour 3 dont un noir, et en l'engageant, vous le transformez uniquement si un joueur a une carte ou moins en main, et en rituel uniquement. Ouais. Alors, ça coûte autant que Tergrid. Maintenant, je préfère... Ça fait un peu plus de choses, quand même. Je préfère voir quelqu'un... Ouais, mais tu vois, je préfère voir quelqu'un se pointer avec Aclazots qu'avec Tergrid. Ouais. Ça fait un peu moins peur. Ouais. Mais attendez-vous, encore une fois, si jamais vous souhaitez monter Aclazots, qui sera un bon deck, ce sera mono black défaut, ça risque d'être très ok, y a pas de problème. Attendez-vous à avoir toutes les foot de la table, parce que les gens n'aiment pas qu'on touche à leurs mains. Ils aiment pas qu'on touche à leur deck, ils aiment pas qu'on touche à leur terrain. Ouais. Bah si, parce que en fait, tu vas juste pas te dire que je vais faire que attaquer avec Aclazots pour vous faire défausser une carte. Non, tu vas avoir plein d'effets de défausse. Plein d'effets, oui. Parce que comme on a une capacité déclenchée à la défausse de terrain, voilà, bon. Tu vas vouloir toucher Waste Note, tu vas vouloir toucher des trucs genre oppression, tu veux que tes petites chauves-souris, quand elles touchent en face, elles fassent défausser des cartes. Ouais. Enfin, tu vas pas juste jouer un petit deck défausse tranquille avec ce genre de jeu.
Mais l'avantage qu'il a par rapport à Tergrid, c'est qu'entre guillemets, Tergrid se suffit à elle-même pour être bien relou. Là, avec la Zots, disons il faut un peu plus. Il synergise bien avec tout le reste du pack. Là où Tergrid, en fait, pour que le pack soit réellement ultra efficient, il faut que t'aies Tergrid, quoi. C'est ça. Ouais. Surtout, Tergrid joue aussi pas mal sur le sacrifice. Ouais. Après, il a des bonnes stats. 4-4 vol lien de vie pour 5. Ouais, c'est assez honnête. La condition de retransformation du temple en Aclazotz, c'est simple. Honnêtement, avec tes effets de défausse, sachant que lui-même coûte déjà 5, donc il arrive déjà un peu plus late dans la game, il y a forcément un joueur à la table qui aura une carte ou moins en main. Ça peut même être vous, au cas où, voilà, si jamais vous avez plus de ressources, donc ça peut être assez cool. Non, honnêtement, pour avoir déjà joué un deck défausse, ça va vite. Ça va vite, ça fonctionne bien. Si vous avez les bonnes cartes, en plus, il y en a plein qui ont été réédités récemment. Il y a encore un Secret Lair en vente actuellement qui les a toutes. Pardon. Non, mais rien que le fait d'avoir oppression. Il y a eu oppression dans le drain. Ouais, bien sûr, mais il y a la totale, quoi. En fait, je veux dire, il y a vraiment tous les éléments qui fonctionnent bien. Et le deck, il sera bien. Vous allez avoir votre petit board, vous allez faire des fosses à droite à gauche, et là, ça va tourner un peu tout seul. Et les adversaires, ils vont devoir ramer un petit peu pour trouver des solutions. Voilà, vous étonnez pas, il faut assumer complètement ce genre de jeu. Ouais. Le jeu des fosses, c'est pas un jeu qui est facile à jouer, c'est pas un jeu qui est facile à amener à une table. En fait, tu peux pas te dire, on va faire une petite game tranquille, allez, j'ai un petit deck des fosses. Non, va falloir que tu faut assumer derrière que tu vas avoir le mauvais rôle dans la partie, mais en tout cas, ça peut donner des bonnes games. Ouais. Après, il y a des fois, honnêtement, pour en avoir joué, vous pouvez vous faire chier au bout d'un moment parce que vous dites, ah ouais, j'essaie de faire des fossés, mais il y a plus de cartes en main chez les adversaires. Du coup, il se passe plus rien pour vous, parce que, s'ils ont plus de cartes, vous, techniquement, vous avez perdu vos ressources. Parce que justement, tant qu'eux, ils arrivent à avoir des cartes, vous avez un avantage. Et ouais. Faut faire piocher les autres. Ouais, faut faire piocher les autres, mais c'est pas trop la logique, normalement. Voilà. Mais après, ça peut être cool, voilà, ça change un peu. C'est vrai que c'est le style de stratégie qu'on voit quand même assez rarement. Et tu noteras que c'est le premier des dieux qu'on s'est dit, en fait, à la tête de son deck, ça va. Après, dans d'autres decks, il peut être cool aussi. Ouais, voilà, mais encore une fois, ça va être pareil, vous allez jouer dans un deck des fausses. C'est très carré. Orienté des fausses. Ouais. Et c'était le seul commandant noir, donc on va passer au rouge, et on va parler de Bray, Pierre Impatient. C'est une créature légendaire gobelin et pirate, c'est une 3-3 pour 2 et un rouge, il a initiative, et à chaque fois qu'un pirate que vous contrôlez attaque, choisissez l'un qui n'a pas été choisi ce tour-ci. Créez un trésor, une créature ciblée ne peut pas bloquer ce tour-ci, exilez la carte du dessus de votre bibliothèque, vous pouvez la jouer ce tour-ci. Donc t'attaques avec 3 pirates, tu fais les 3, quoi. Ouais. Ce qui est déjà très bien. Ce qui est déjà très fort. Enfin, il est très bien, en plus, Bray n'a pas forcément besoin d'attaquer, malgré le fait qu'il ait des bonnes stats et de bonnes capacités, donc tu l'as, tribal pirate, c'est sûr. Après, à la tête de son propre deck, je dirais non. Ça dépend. Mono-raid pirate, ça va être un peu léger quand même. Ça va être léger. Maintenant... Par contre, dans les decks pirates, instant, voilà, vous mettez instant, là il n'y a pas de question à se poser. Faut se dire un truc qui est cool, c'est... Donc déjà, il trigger lui-même, ce qui est cool, et surtout, le trésor, il arrive dégagé. Ouais. Et ça, c'est fort. Ce qui aide pour jouer la carte exilée du dessus de la bibliothèque, parce que tu regagnes du mana. Exactement. T'empêche d'être bloqué par une créature qui peut être un petit peu chiante. Comme ça, tu sauves une bête qui est machin. Là, Bray, tu t'en fous, c'est une 3-3 initiative. Pour 3. Enfin, la carte est vraiment forte. Elle est très bien. Elle sera très très bien dans les bons délires. Que ce soit en deck pirate ou même en deck exil. On en parlait hier, il y en a, ils ont du Bodon Prosper, même pourquoi pas, on s'en fiche. Pourquoi pas, oui, en effet. Tu rajoutes 2-3 pirates. Tout seul, exactement. Ça fonctionne, quoi. Très très bien. On continue avec une carte qui n'est toujours pas un dieu en rouge. Le rouge a eu un avantage, peut-être. C'est Inti, Sénéchal du Soleil, une créature humain et chevalier 2-2 pour 2, dont un rouge. À chaque fois que vous attaquez, vous pouvez vous défausser d'une carte. Quand vous faites ainsi, mettez un marqueur +1/+1 sur une créature attaquante ciblée. Elle acquiert le piétinement jusqu'à la fin du tour. À chaque fois que vous vous défaussez d'au moins une carte, exilez la carte dessus de votre bibliothèque. Vous pouvez jouer cette carte jusqu'à la fin de votre prochaine étape de fin, pardon. Encore une fois, ça coûte pas cher et c'est fort et ça tape. Ouais, et encore une fois, elle a pas besoin d'attaquer elle-même. Ouais. C'est dingue, là on retrouve de plus en plus, ça commence à devenir un petit peu... Ouais, mais j'ai envie d'attaquer avec moi. Ouais. J'ai envie que ce soit au tour 3, ce soit une 3-3 piète. Oui, en effet. Tu te défausses une carte que tu veux pas voir, ça te redonne une carte pour après, tu peux la booster. En plus, je veux dire, à la tête de son propre deck, ça a l'air cool, parce que t'es là, il est marqué, quand tu te défausses une carte, t'exiles une carte, hop, voilà. En fait... L'avantage, c'est que t'as tellement de loot qui existe en rouge que, en fait, tu peux être assez content. D'autant plus qu'on en met en éphémère. Ce qui fait que du coup, tu peux mettre des cartes de côté en te disant, je défausse, allez, merde, j'ai oublié comment il s'appelle. Mais je sais pas. Trilling encore.
Non, pas celui-là, non, justement. Possibility. Voilà, Trading Possibility. Hop, t'es là-bas, hop, je défausse une carte, je repioche 2, mais en même temps, j'exile aussi 2 cartes. Enfin, j'exile aussi une carte, pardon. Et je l'aurai jusqu'à la fin de mon prochain tour. T'es là, super. T'es là en éphémère, c'est génial. Puis t'en as qui existent qui font les trésors aussi, en plus de défausser. Donc, tous ces petits sorts là, enfin de recyclage de main, c'est parfait avec. Ouais. Ah ouais. Je sais pas, mais moi je suis. Il y a des moteurs de dés. Je suis en train de me demander s'il y a un truc qui fait défausser 2 points. C'est un enchantement qui te dit en rouge, tu peux défausser une carte pour faire un effet. Il y en a quelques-uns en effet, des trucs qui permettent de défausser les terrains pour mettre des dégâts par exemple aussi. T'es là, ça fonctionne plutôt bien. Oh, mais on est vraiment. Non, la carte est chouette. Non, ouais. Il est très très chouette. Et puis le recyclage fonctionne aussi, n'oubliez pas, le recyclage ça défausse. C'est une capacité activée mais qui fait défausser la carte. Du coup ça fonctionne également, t'es là, ok, ouais, moi je suis. Il est cool. Ouais, je T'as réussi à te hyper sur ça. Ouais, je me dis, putain, il y a des possibilités, c'est assez cool. Attends. Ouais, mais je me doute bien. Ton tueur de Où est le dieu? Où est le dieu? Il est là. Donnez-le-moi. On va passer au dieu rouge, et c'est Horaire Achonil, puissance des profondeurs. C'est une créature légendaire et dieu qui est une 4/4 pour 2 et de rouge piétinement. Si une source rouge que vous contrôlez de infliger à un adversaire une quantité de blessures non-combat inférieure à la force de Horaire Achonil, cette source inflige un nombre de blessures égal à la force d'Horaire Achonil à la place. Et quand il meurt, envoyé sur le champ de bataille, engagé, transformé sous le contrôle de son propriétaire. Ça devient un temple, le temple de la force, qui ajoute du rouge, et pour 2 et 1 rouge, transformer le temple de la force, n'activez que si des sources rouges que vous contrôliez ont infligé au moins 4 blessures non-combat ce tour-ci, et que lorsque vous pourriez lancer un rituel. C'est marrant parce qu'on avait ce commandant de Warhammer 40k qui faisait le but c'est d'infliger une blessure exactement aux cibles. Ouais, Piu Piu. J'ai oublié comment il s'appelle. Gyron Stark. Gyron Stark. Le 8Z là. Ouais. Et je me dis en fait, tu peux reprendre exactement les mêmes effets et dire à la place de mettre 1 à chaque créature, je mets 4 à chaque créature. 4 minimum. Damn boy. 4 minimum. Ah oui, tu peux le faire booster. Bah évidemment, t'es là. Tiens. Je mets une forge des héros, mon commandant il arrive avec un marqueur +1/+1, je joue avec l'autre... j'ai oublié le... Enfin bon, mais il y a plein de trucs, c'était là. Mais même, tu joues un truc style Berserk qui dit, pendant un tour, pour peu de mana, pendant un tour, la force est doublée, mais à la fin du tour, je le perds. Ouais. Mais par contre, vous allez manger chaud pendant un tour, quoi. Il n'y a pas de... Enfin... Putain, je vois pas de défaut au niveau de ses stats, il est super bon. Après, il y a le côté de la transformation. Bon, faut que t'arrives quand même que t'arrives à refaire on s'est dit sur le combat, quoi. En vrai, c'est pas difficile parce que du coup, en gros, si tu vas le jouer Pinger, tu vas avoir, au grand max, tu vas avoir peut-être 2 ou 3 créatures, grand max, qui vont pinger un truc. Au moment où tu vas lancer un éphémère ou rituel à la con. Pour peu que ton éphémère ou rituel à la con, ce soit genre un truc qui mette une blessure. Ouais, c'est vrai que tu mets tous les effets de Pinger au lieu de mettre un adversaire, tu mets 4. C'est ça. Oh la vache, mais qu'il est débile, quoi. Non, l'idée est pas débile. L'idée c'est juste de se dire... le commandant est débile. L'idée c'est juste de se dire... on peut tuer en burn en commandeur. Ouais, mais ça, on était déjà au courant, quoi, depuis le temps. En fait, on en a ressorti un au cas où. Mais moi, ce qui m'emmerde, c'est qu'on vient d'avoir Imodane qui est loin d'être dégueulasse et qui est très bonne. Très bon, et là, ils nous sortent ça, en disant, au fait, on vous a pas oublié. Entre ça, alors, petit aparté, entre ça et en 1 an d'extension, tout confondu, on a eu 11 commandants G-Sky. Ouais. Je suis en train de me dire que il y a un mec à la R&D une personne à la R&D de chez Wizard qui joue G-Sky et une autre personne qui adore jouer Burn. Et qui sont mais dis donc le commandeur Ils sont peut-être rendus compte qu'il y avait en effet un peu de sous-effectifs dans ces stratégies-là. Hein. En termes de commandants, il y a peu de choix. Là-dessus, on était un petit peu bloqué. Ouais, mais t'es pas obligé de tout mettre d'un coup. Tu vois. Ouais, mais là... Dispatch t'es sorti. C'est pour le mode standard. Comme ça, ils pourront jouer en standard aussi. Mais t'imagines la gueule du standard, t'as Imodane ça et seul film. Bon, peut-être que t'as pas envie de jouer une carte à 4 en standard, je sais. Ouais, mais voilà. Mais il est excellent. Je veux dire, je suis pas... Donc oui, bon voilà, Pingers, Burn. Let's go, hein. De toute façon, qu'est-ce que tu veux qu'on dise en plus? Vous connaissez Sorcier Sybarite? Oh merde. Ouais. Ou même, ou si vous aviez... Ah oui, mais non, parce que c'est à la place, donc avec Piu Piu, ça marche pas. Non, ça marche pas avec Piu Piu, mais on s'en fout. En fait, vous pouvez rejouer les mêmes cartes. En tout cas, voilà, tu joues seul film, tu joues Thorbrand, tu joues Émancipation Ardente, on en parlait tout à l'heure. Il y a du stuff.
Maintenant, c'est des trucs qui sont... En gros, c'est un shell, et tu peux même, genre, faire un seul et même deck, et que ton commandant, juste, tu t'amuses à le faire tourner, quoi. Ouais. Et ça continue à être valable, enfin... Ouais, après, je pense qu'il y a des nuances, un petit peu. Oui, bien sûr, tu vas avoir genre 3 ou 4 cartes à changer, mais globalement... c'est des façons de jouer qui sont pas forcément identiques à chaque fois. Mono red burn. Alors, mais honnêtement, ça va être ça, enfin, ça va être très con, hein. L'avantage, enfin, moi je suis content, c'est que c'est un commandant monocolore qui est très intéressant, et du coup, d'un point de vue budget, il va aussi l'être intéressant. Ça peut être un commandant fort, qui a pas besoin d'avoir des cartes chères, du coup, pour des gens qui veulent éventuellement créer un deck de A à Z, bah, c'est un commandant pour moi qui est parfait, en fait. Ouais. Là-dessus, je pense que vous pouvez vous y intéresser. On passe au vert. Ah, my girl. On a Ghalta, Tyrande de la Ruée, une créature légendaire ancêtre et dinosaure 12-12 pour 8, dont 3 verts. Oui, vous avez bien entendu. Elle a le piétinement, et quand elle arrive sur le champ de bataille, mettez sur le champ de bataille n'importe quel nombre de cartes de créatures de votre main. Oh la vache, quoi. C'est fort. Oui. Est-ce que c'est très timide? Oui. Est-ce que j'ai envie de voir cette carte en zone de commandement? Non. Non, clairement pas. Est-ce que vous avez vu ma vidéo sur la rampe en commandeur? Ah bah... Parce que là, oh la vache, quoi. 8 mana, c'est tellement rien pour le vert, quoi. Ouais. C'est tellement rien. Par contre, t'as intérêt à la jouer dans un bon timing, parce que si tu la joues genre curvée comme Jaja, tu vas essayer de la sortir rapidement. À 8, t'as plus grand-chose dans ta main. Mettons ta rampe pendant tes 2 premiers tours. Bah en fait, ça risque d'être un petit peu le souci. Bon, j'essaie d'anticiper, je vous fais une mini deck tech là direct. Mais le souci, ça va être justement l'équilibre entre la rampe et les grosses bêtes, et surtout le reste. Parce que ça va être très important d'avoir ce petit timing où vous avez quand même des cartes qui, si Ghalta n'est pas là parce que vous manquez un petit peu de rampe, qui sont quand même efficaces, qui vous permettent éventuellement d'aller chercher les terrains supplémentaires ou d'aller chercher les créatures directement. C'est ça qui va être important en fait. C'est de réussir à trouver le lien parce que c'est un peu le souci de certains gros decks monogreen en mode ah ouais attends, je rampe, je joue des grosses bêtes. Ouais mais qu'est-ce qui se passe si vous avez pas assez de rampe pour pouvoir jouer les grosses bêtes? Bah vous restez planté en fait, et le deck il fait plus rien. Et là Ghalta, c'est exactement ce genre de choses quoi. Et comme on est en mono vert et qu'on n'est pas par exemple avec du noir ou du rouge qui font une chier de mana mais juste en one shot, bah tu peux pas te dire par exemple d'un seul coup ah ouais Ghalta elle va sortir tour 3 parce que j'ai réussi à faire Messe Noire et puis ou alors Jessica's Will quoi. Et là non, du coup on est en mono vert, donc du coup ça va être des terrains, des créatures, éventuellement des cailloux si vous voulez vraiment y aller à fond. Mais il faut équilibrer tout ça et l'équilibre va être très important. Je pense que ça a l'air d'être un deck où tu te dis ouais c'est facile, et en fait par contre tu fais rien dans dans les statistiques et dans l'équilibre du deck. C'est loin d'être un deck facile à monter parce que ça va jouer au poil de cul je pense hein. À 2-3 cartes qui sont mal équilibrées, qui sont mal mises, la courbe de mana qui est mal foutue, à mon avis votre deck vous pouvez le remballer tout de suite hein. Voilà. Vous aurez juste une 12-12 piétinement, ce qui est certes très bien voilà. Mais vous allez passer à côté de la capacité qu'il y a avec quoi. Je suis assez d'accord. Moi, je le verrais bien dans un build avec Simic. Build Simic, où en fait, du coup, tu peux aussi profiter de l'effet des effets d'arrivée en jeu des créatures et de beaucoup de pioches pour avoir beaucoup de cartes en main. Et aussi, pourquoi pas, te dire que tu peux blinker, parce que Ghalta, c'est pas au cast, c'est à l'ETB. Oh ouais, c'est un peu cool. Donc pourquoi pas. Maintenant, tourner un deck autour d'une seule carte qui est pas dans ta zone de commandement, mais qui est dans ton deck, des fois, c'est un petit peu compliqué. Quoi. Sinon, si vous jouez Guichat, mettez là-dedans, c'est une bonne carte. Ça, je me dis qu'il y a probablement 2 cartes qui sont intéressantes avec Ghalta. Food Chain, pour le mana, et également... la chute, là, le truc qui fait piocher... pour le plus grand bien. Greater Good, pour le plus grand bien. Parce qu'en fait, vous pouvez vous amuser à sacrifier Ghalta et par exemple, une des autres créatures la seule créature que vous avez pu mettre en jeu, et du coup, vous recréez suffisamment de mana pour rejouer Ghalta, et vous avez repioché suffisamment de cartes pour remettre des créatures en jeu. C'est probablement le genre de carte en effet qui peut être super intéressant. Mais alors du coup, littéralement, c'est pas le premier impact de Ghalta, ça va être le second qui va être important. Et là, c'est assez étrange, mais bon, pourquoi pas. Ou alors, si jamais t'as un deck Grul, tu peux jouer Sneak Attack. Sneak Attack Ghalta, tu mets plein de trucs, Ghalta ça va mourir, mais c'est pas grave parce qu'elle refait ce qu'elle a à faire, c'est-à-dire dégager tout ce que t'as. Enfin, exactement. Autant que tu veux de ta main en jeu. Donc pourquoi pas. Et souvent, dans ces jeux-là, t'as la célérité. Donc, tu joues avec... Le dieu sanglier là. Ah, il largue. Mais pourquoi pas hein, Tiens, je remets Ghalta à chaque tour. Je mets toutes mes créatures. Allez. Pourquoi pas.
On passe à la suite, c'est Huatli, poétesse de l'unité, c'est une créature légendaire humain guerrier et bardu, c'est une 2-3 pour 2 et 1 vert. Quand Huatli, poétesse de l'unité, arrive sur le champ de bataille, cherchez dans votre bibliothèque une carte de terrain de base, révélez-la, mettez-la dans votre main, puis mélangez. Et pour 3 et 2 hybrides Boros, exilez Huatli, puis renvoyez-la sur le champ de bataille, transformée sous le contrôle de son propriétaire, n'activez que lorsque vous pourriez lancer un rituel. De l'autre côté, c'est une saga, le rugissement du 5e peuple. Chapitre 1. Créer 2 jetons de créatures 3-3 vers dinosaures. Chapitre 2, le rugissement du 5e peuple acquiert les créatures que vous contrôlez ont engagé, ajouté rouge, vert ou blanc. Chapitre 3, cherchez dans votre bibliothèque une carte de dinosaure, révélez-la, mettez-la dans votre main puis mélangez. Chapitre 4, les dinosaures que vous contrôlez acquièrent double initiative et piétinement jusqu'à la fin du tour. Ce qui est amusant, c'est que c'est une carte du coup tricolore. Elle est blanc, rouge, vert. Donc voilà, bon, t'es là, ouais, voilà. Pourquoi pas. C'est très particulier. Moi je la trouve très mais. C'est... Déjà, premier point. Elle arrive, elle va juste te chercher un terrain qui va dans ta main. Là où par exemple une Nissa, la mettez en jeu. Il faut payer 5 pour la transformer. Tu peux le faire que comme un rituel. En fait, moi ce qui me choque de base, c'est qu'en dehors des 5, tu te dis, ok, c'est une créature 2-3 pour 3 qui va juste chercher un terrain de base dans la main. Et t'es là. Oui. Et donc, sans le reste, pour le moment, en fait, la carte est très vanilla. En fait. Tu te dis, mais de l'autre côté, la saga est cool. Elle a 4 chapitres. Le problème, c'est qu'à la fin de ta saga, Huatli, elle dégage. C'est pas un Praetor qui va se retourner encore en Huatli. Donc, et puis les effets sont chouettes, mais ils sont juste chouettes, ils sont pas forts. Il y a que le dernier. Mais t'as intérêt à avoir un sacré board. Bon, techniquement, tu seras tour 3, 4, 5... Non, 3, 4, 5, 6, 7, tour 7, donc j'espère... Même pas 4, parce que techniquement, ça coûte 5 mana à activer. Donc 3, 5, oh la vache. 5, 6, 7, 8. Ouais, voilà. Ouais, c'est un peu poussif. Je comprends l'intérêt si vous voulez pas jouer Guijat en tant que commandant Naya Dinosaure. Et encore, enfin, il y a un deck qui arrive, donc il y aura des options. Il y aura des options. Mais là, Huatli, Ouais. C'est très bizarre. Moi, j'attendais autre chose, en fait, d'un ancien Planeswalker, en fait, pour le coup. Moi aussi. Là... surtout que tous ceux qu'on a eu jusqu'à présent de cartes d'anciens Planeswalker qui sont des créatures maintenant sont assez bons. Ah ouais, ils sont même très très bien. Dans Aftermath, il y en a 2 ou 3 qui sont pas bons. Mais pas ouf. Mais enfin, voilà. Mais là, il y a un petit problème. Il manque un truc, quoi. En fait, le fait de jouer avec une saga, c'est très bizarre. C'est surtout le fait que la saga, une fois qu'elle est finie, tu perds ton commandant. Ouais. Et après, ça coûte 5 à relancer, quoi. Bof. Voilà, je pense. Ouais. Il y a rien d'autre à dire. Bof. Moi, je le jouerais pas à la tête de son deck. Non. Dans un deck dinosaure, pourquoi pas. Ouais. Pourquoi pas. Je veux dire, c'est une carte d'early game qui peut être assez intéressante. Mais le truc, c'est que moi, je me dis, dépenser 5 mana pour arriver au rugissement du 5e peuple, à moins que j'ai pas de carte de dinosaure qui coûte 5 mana. Ce qui est bon, c'est un peu bizarre, parce qu'il y en a beaucoup qui sont... C'est un peu étrange, ouais. Et puis bon, faut pas oublier, même si c'est des créatures qui coûtent cher, il faut équilibrer aussi la courbe de mana. Par contre, pour 5, après, t'as 2 dinos. Après, t'as 2 dinos, t'as des trucs qui font du mana, donc ça... En fait, le deuxième chapitre, pour moi, je le trouve intéressant, parce que du coup, il va renforcer justement ta capacité à aller sur des dinos beaucoup plus forts d'un coup. Puis il va te rattraper le retard que t'as perdu à la transformer. Bien sûr. Mais voilà, si vous jouez un deck type dino, c'est cool, sinon... Bof. Sympathique. Pire. Ouais. Et à la limite, encore une fois, ça peut, un peu comme avec la Zots tout à l'heure, ça peut juste te permettre de faire moins peur aux gens. Parce que si tu te pointes avec ton deck Dino Guichat, les gens ils disent ok, il faut pas que tu aies 8 mana, sinon on va essayer de te taper avant. Ouais, c'est ça aussi. Là, avec Huatli, bon, ça peut être un peu plus. C'est un peu plus tempo, sous le radar aussi. Ouais, surtout. Voilà, c'est juste bon. Voilà. Fais quoi ton commando encore? T'inquiète, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses dessus. Regardez, il y a une saga derrière. Il y a beaucoup de textes. Alors, on va parler du dernier dieu monocolore, donc Horaire Kaslem, croissance des profondeurs, une créature légendaire dieu, qui coûte 5 dont 2 verts, c'est une 6-5 piétinement, et voilà. Je suis même plus étonné. À chaque fois qu'il inflige des blessures de combat à un joueur, révélez autant de cartes du dessus de votre bibliothèque, vous pouvez mettre une carte de créature et ou de terrain parmi elles sur le champ de bataille, mettez le reste au-dessous de votre bibliothèque dans un ordre aléatoire, et quand il meurt, renvoyez-le sur le champ de bataille engagé et transformé sous le contrôle de son propriétaire, et ça devient le temple de la culture. Probablement pas celle-là. Du coup, qui s'engage pour faire du mana vert, ou bien pour 3 dont un vert et en engageant, et bien vous le transformez uniquement si vous contrôlez au moins 10 permanents et en rituel. Putain, il est fort lui aussi. Il faut qu'il touche. C'est bon, alors il a le piète, donc il touchera, mais... C'est une 6-5 pétinement pour 5 mana quand même. Ouais. Oh la vache.
Ouais, c'est pas mal. Et puis surtout, même s'il touche 1, tu révéleras au moins une carte, quoi. Ouais. Ouais. Mais comme la majorité... Bah du coup, il fait que du coup ça devient la majorité, je le préfère dans un autre deck que la tête de son deck. Ouais, J'ai envie d'y mettre du rouge. J'ai envie que ce soit impactant tout de suite, j'ai pas envie d'attendre un tour. Ouais, parce que sinon tu te retrouves avec un terrain. Ouais, je comprends bien. Xenagod, pouf. Ouais, ah oui, c'est sûr que là, ça fait mal au cul, hein, Pouf, pouf. en effet. Après, derrière, moi, ce que je vois, c'est que... comment dire je veux dire, on a déjà des doubleurs de force en vert qui existent. Il y en a 2 qui ont été édités très récemment. Donc, c'est un peu fat. On en a encore eu d'autres. Je pense qu'il y en a encore eu un dans Strixhaven aussi qui était fort. T'es là, en fait, c'est tellement facile. Et c'est une 6-5. Je veux dire, en plus, celui de Strixhaven, c'est tu payes 2 fois X à un vert et tu doubles X fois la force. T'es là, ne serait-ce que tu le fais, tu dis, allez, vas-y, je dépense 7 mana, bam. Et du coup, tu multiplies par 8 la force. T'es là, allez, vas-y, 48, bam. Je tue quelqu'un et au passage, bam, vas-y, je mets tous mes terrains, toutes mes créatures, quoi. Allez, vas-y. Démerde-toi avec ça. Ah, mais il faut pouvoir... oui. En fait, je pense que monter un deck autour de lui, c'est très facile parce que, encore une fois, on est en vert, bordel. Ah, mais tu mettras qu'un seul truc. Tu peux mettre 2 cartes. C'est vrai que tu peux mettre qu'une créature à un terrain. Tu t'en fous, tu mets des grosses bêtes aussi. Oui, mais il faut double initiative. Ouais, ou double init, oui, bien sûr. En tout cas, ouais, voilà, le design est intéressant. Maintenant, encore une fois, par contre, les 10 permanents, ça devrait aller. On a l'ascension qui était. C'est ça devrait aller. Donc... Mais encore une fois, pour moi, celui-là, c'est dans un deck, pas à la tête. Faisable, mais... Et on va du coup passer au multicolore, et on commence avec Abuelo. Écho ancestral, c'est une créature légendaire esprit 2-2 pour un incolore, un blanc et un bleu. Il a vol, parade 2. Et pour un incolore, un blanc et un bleu, exilez une autre cible, créature ou artefact que vous contrôlez. Renvoyez-la sur le champ de bataille sous le contrôle de son propriétaire au début de la prochaine étape de fin. C'est clair que Ixalan, ça a changé. Hein. Moi, tu me parles d'Ixalan, je pense pas à un esprit, bizarrement. Alors, c'est très drôle. En gros, c'est des gens qui sont morts, et c'est Quintorius qui les réanime en demandant aux objets c'était quoi ton histoire. D'accord, ok. Donc, du coup, ça donne les échos. Et voilà. D'accord, intéressant. Du coup, Abuelo, c'est une bonne bête. L'effet de Blink est sympa. C'est du flic. Oui, enfin, Blink Flick, maintenant c'est mélangé, donc voilà. Mais c'est sympa. Du coup, ça rappelle... Allez, comment elle s'appelle encore ? Elle est là. L'envoûteuse de Burning Prairie, merci de l'avoir noté. Mais ouais, c'est assez intéressant, voilà, ça coûte moins cher que l'envoûteuse, en effet, c'est assez efficace. Je veux dire, c'est un peu comme si vous vouliez jouer Brago, mais en moins violent. C'est ça. Un petit peu en moins... oh, t'as vu, je fais... Ouais, voilà. Ok, d'accord, on va se calmer 2 secondes. Voilà, là, c'est un peu plus pépère. C'est ça. Mais ça peut être sympathique. Je pense, pour le coup, tu vois, pour quelqu'un qui veut monter un peu son premier deck Blink... Ça peut être assez à la honnête. cool, en budget, t'es là, c'est sympa, t'as un commandant qui fait l'effet, tranquille. Tu peux aussi le jouer type esprit, du coup. Puisque y a beaucoup d'esprits qui ont des ETB intéressants. Ouais, aussi. Et qui restent aussi à ces budgets. Notamment parce qu'avec tout ce qu'on vient de se taper avec les derniers Innistrad de l'année dernière, il y en a encore 2-3 qui sont sortis cette année qui sont assez cool dans les couleurs. C'était il y a 2 ans, Innistrad. C'était il y a 2 ans, Innistrad. Oh la l'année dernière, c'était Dominaria UD. Oh là là. On y est arrivé. Bref. Voilà. Abuelo, très sympa, un petit peu, comme tu dis, budget friendly, de toute façon ça se voit, sur sa tête, c'est un petit vieux, il fera pas de mal à personne, c'est fou. Mais en tout cas, ça peut être une bonne entrée en matière pour ce genre de deck. Ouais. Le commandant suivant, c'est Akawali, la tour bouillonnante. C'est pas une tour, c'est un fungus. Qui coûte 3, dont un noir et un vert, c'est une 3-3. Il a descente 4, tant qu'il y a au moins 4 cartes de permanent dans votre cimetière, Akawali gagne +2/+2 et a le piétinement, damn boy. Et il a descente 8, donc tant qu'il y a au moins 8 cartes de permanent dans votre cimetière, il gagne +2/+2 supplémentaire et ne peut pas être bloqué par plus d'une créature. Oh la vache. Ouais. Automeule. On dirait pas, mais du coup, Automeule Voltron et ça va tuer au dégâts de commandant. Voilà. Mais descente, du coup, c'est une des nouvelles capacités, qui comptabilise en fait le nombre de permanents dans votre cimetière. Donc, c'est très Muldrota friendly, ça, on va le dire tout de suite. Et c'est pas les types de permanents, à la différence du délire. Et c'est là que c'est fort, en fait. C'est le nombre, ouais. Mais c'est un peu comme le seuil, sauf que ça vise que les permanents. Ouais, donc c'est moins bien que le seuil.
Mais qu'est-ce qu'ils ont foutu? Bah voilà. Mais ouais, voilà, un petit deck Voltron, à mon avis, assez sympathique, que vous pouvez jouer en popper si l'envie vous en dit, parce que c'est une Unco, donc c'est cool. Voilà, pas grand-chose de plus à dire, ça va être très drôle de s'auto-meuler avec tous les effets de Golgari qui disent tu sais, les mulch ou les trucs comme ça, regarde les 4 cartes, t'en choisis une, tu mets le reste dans ton cimetière. Vous pouvez vous amuser avec Dredge. Ouais, avec Dredge, enfin, plein de trucs qui sont jouables, et à la fin, soit un petit je te tape 3 fois t'es mort, soit un petit coup d'infect là, paf. Après, ce qui est assez amusant, je trouve, c'est que comme la descente, à moins que quelqu'un t'exile le cimetière, même si ton commandant est géré, il revient, bam, c'est à nouveau une 7-7. Oui. T'es là, oui, c'est bon. C'est rigolo, puis il coûte que 3, quoi. Par contre, voilà, la stratégie descente est très sensible à la gestion de cimetière. Mais bon. Bah oui et non, parce qu'en fait, si tu te limites à ce que tu fous dans ton cimetière, tu peux te faire exiler plusieurs fois, c'est pas très grave. En fait, t'as pas besoin d'avoir des cibles de choix dans le cimetière, il faut qu'il y ait des cartes de permanent dans le cimetière. Ouais, mais si tu te fais exiler tout le cimetière, par contre, oui. Là, t'as un problème. Il va falloir remeuler à nouveau, quoi. Oui, c'est faisable. Faut refaire des effets. C'est quand même faisable. Ouais. Mais c'est intéressant, en tout cas. Ah, la suivante, c'est Amelia Benavides Aguirre, créature légendaire, vampire et éclaireur. C'est une de 2 pour un blanc et un noir. Elle a la parade payée 3 points de vie. Et à chaque fois que vous gagnez des points de vie, Amelia Benavides Aguirre explore, puis détruisez toutes les autres créatures si sa force est exactement 20. Donc on rappelle, c'est le premier appel qu'on a d'explore. Donc ouais. Qui revient également. Ouais. Donc quand on explore, on va révéler la carte du dessus de la bibliothèque. Si on la met dans notre main, si c'est un terrain. Sinon, on met un marqueur +1/+1 sur la créature qui explore, puis on remet la carte soit au-dessus du deck, soit dans le cimetière. Ce qui fonctionne avec la descente également. Ce qui fonctionne très bien avec la descente. Voilà, donc j'aime bien les capacités qui se répondent, ça fait plaisir. Mais, bon, on en pense quoi de Amalia? Complètement... Enfin, le truc, c'est qu'elle est marrante parce que ça va aller très, 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 très vite. Je me rappelle d'un certain Karlov. Ça n'a rien à voir. Il y a un petit peu... si, évidemment que si. Arrête. Ça fonctionne exactement de la même façon, putain. Non. Si. Mais pas du tout. Si. Chaque fois que tu gagnais des points de vie, il gagnait 2 marqueurs +1/+1. Ah mais là, t'explores qu'une seule fois, ça va. Ça va, oui, t'explores qu'une seule fois, bien sûr. Mais derrière, bon, le truc c'est que là, ici, c'est un petit peu plus aléatoire. Mais derrière, ce qui est quand même assez con, c'est le côté, vas-y, attends, j'ai un rasboard, au cas où, voilà, je tape à 20, et en plus, si je peux gagner encore un tout petit point de vie en plus pour passer à 21, détruisez toutes les autres créatures. Alors voilà, et puis en plus, comme vous pouvez vous amuser à jouer gain de vie, marqueur +1/+1, ce qui est une stratégie existante, en fait, on peut faire complètement le lien entre l'explore plus les gains de marqueur via ce genre de capacité, mais en fait, elle peut monter très vite à 20 de force. Ouais. Ça peut aller super vite, quoi. Ce qui est intéressant, en plus, c'est que du coup, l'explore, c'est pas un truc... Enfin, c'est pas de la rampe, mais ça assure d'avoir des landes dans sa main. Ouais. Ce qui est dans ces couleurs-là est quand même assez pratique. Ça permet de trier. Et moi, ce que j'aime beaucoup, surtout, c'est son coup de mana qui n'est que de 2. C'est stupide. Elle est forte. Elle a un bon effet de parade. Ouais. Au début, les gens, ils feront « Ouais, non, vas-y, pour 3 points de vie, je te la gère. » Ouais. 3 points de vie et un sort, c'est pas gênant. Quand ça va être la 3e ou 4e fois que tu vas la sortir parce qu'elle te coûte que 2... Après, là-dessus, je pense qu'avoir l'enchantement qui fait perdre des points de vie aux adversaires... Enfin... Les effets qui font perdre des points de vie aux adversaires quand tu en gagnes, il faut les mettre. Parce que t'es là, les adversaires, ça va être... Mais en fait, il faut jouer les deux. Parce que pareil, s'ils font parade, tu payes 3 points de vie, ils perdent des points de vie. Whoop! Allez hop, moi je les récupère. Et vu que tu gagnes des points de vie, tu explores. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Ouais, voilà, donc c'est le genre d'effet qui va être assez intéressant. Aussi tu vas être blanc-noir. Ouais, tu vas jouer sous le Sisters. Hein. Blanc-noir sous le Sister combo, voilà, gain de vie. Donc, très très cool. C'est facile. On va parler ensuite de Anim Pakal, la 1000e lune. Putain, ça fait beaucoup de lunes quand même. Créature légendaire, humain et soldat, 1-2 pour 3, dont un rouge et un blanc. À chaque fois que vous attaquez avec au moins une créature non gnome, c'est très précis, mettez un marqueur +1/+1 sur Anim Pakal, puis créez X jetons de créatures artefact 1-1 gnome, engagé et attaquant, X étant le nombre de marqueurs +1/+1 sur Anim Pakal. Eh ben heureusement qu'il n'y a pas le vert. Voilà. Ah ouais, Bon, encore une fois, ce qui est cool, c'est que t'es pas obligé d'attaquer avec Anim Pakal pour trigger Anim Pakal. Ouais. Donc ça, c'est cool. Ça, c'est fou. Donc ouais, tu vas jouer Go Wide, Boros aggro, tout ce qui va bien. Tu vas mettre des marqueurs en plus sur Anim Pakal pour remonter encore plus le nombre de gnomes que tu vas faire en attaquant. Blanc marqueur, blanc doubleur de jetons, rouge aggro. Winota, c'est une humaine. Winota, oui, voilà, let's go. Et puis on est parti, quoi. Je veux dire... Voilà. Boros qui tape, mais avec... Enfin voilà, il y en a qui ont dit, oui, ça ressemble beaucoup à Krenko, c'est vrai. Le deuxième Krenko, bien sûr. C'est vrai qu'il y a quelque chose, ouais, mais
j'ai presque envie de dire en mieux. Ouais, en mieux, non mais clairement en mieux. T'es là, j'ai une couleur de plus. Ah bah tiens, elle a pas besoin d'attaquer. Et mine de rien, l'ajout du blanc fait que ça ouvre la porte à pas beaucoup de trucs, notamment la créature blanche là qui dit au début du combat tu mets un marqueur +1/+1, tu sais, de Battle for Zendikar. Ouais. Non, Zendikar Rising. Le dernier Zendikar en date. Oui, le Zendikar. Celui où tu peux, au début du combat, tu mets un marqueur sur une bête, tu cibles un Impakal, tu lui mets déjà un marqueur. T'as aussi l'autre, Victorian Void de Kaldheim, qui met un marqueur +1/+1 sur toutes les créatures au début du combat. Et là, donc, du coup, tes gnomes, tu les renforces en même temps. Quoi. C'est très intéressant. Alors, tout en restant simple. Ouais, c'est simple. C'est pas, oh bah attends, je dois faire des étape 1 qui étaient là. Non, c'est, voilà. Step 1, marqueur. Step 2, attaque. Ouais, c'est ça. Là. Sachant que, très cool, on peut jouer au Airpack et Mondrak pour avoir plus de gnomes. Ouais. Là où si on ne jouait que Krenko, on n'aurait pas accès au doubleur de jeu. Ouais, bien sûr. Donc là-dessus, c'est efficace. Ce qui est un peu dommage, en effet, c'est l'absence du vert pour multiplier le nombre de marqueurs. Mais là, ça aurait été con. Par contre, dans un jeu où vous jouez Naya marqueur, jouez-là, hein, sérieusement, vous allez vous amuser. On passe au suivant qui est Bartolomé del Presidio. Je me suis posé la question quand même si vous avez bien pris la version française. Eh bien oui, parce que c'est son vrai nom, monsieur. Ah la vache. Créature légendaire, vampire et chevalier, c'est une 2-1 pour un blanc et un noir. Décidément, les commandants à 2, ça le fait. Sacrifiez une créature ou un autre artefact. Mettez un marqueur +1/+1 sur Bartolomé del Presidio. Oh putain. Alors. Y'en a un errata ? Il y a une question qu'on se posait, parce que la version française dit sacrifier une autre créature ou un autre artefact, ce qui implique que si Bartholomé devient un artefact, tu peux pas le sacrifier lui-même. Ouais. Dans la VO, c'est marqué sacrifice another creature or artifact. Non, c'est donc du coup c'est forcément c'est sacrifier une autre créature ou un artefact. Donc si ça devient un artefact, vous avez le droit de le sacrifier. Voilà. Mais du coup, encore une fois, nos traducteurs ont du talent. Voilà. Bah Bartholomé quoi, enfin, il coûte 2. Oh ça va, c'est... Putain, mais on n'avait pas besoin d'un autre moteur gratuit de sacrifice quoi, s'il vous plaît. Il est pas gratuit, il coûte 2. Ouais, non mais il n'y a pas de coût pour sacrifier la créature, t'es là, et en plus on n'en a pas eu depuis longtemps. Ouais, mais il y en avait déjà suffisamment quoi, honnêtement. L'avantage qu'il a par rapport à ceux que je pense qui font le même effet, c'est que lui c'est des marqueurs, là où les autres c'était des effets de +2/+2 mais jusqu'à la fin du tour. Ouais. Lui il va les garder, donc ça c'est fort. Donc ouais, enfin, il est très bien. Alors, à la tête de son deck... Non, parce qu'en fait, si on veut jouer Sacrifice, si on veut jouer Aristocrate, il y aura mieux. Il y a forcément mieux. Il y a plein de commandants, vous les connaissez déjà, vous les avez déjà revus, il en a déjà joué. Enfin voilà, vous avez déjà tout vu à peu près de ça. Et le truc, c'est que lui, il sera mieux dans le deck, en fait. Ce sera ton 4e ou 5e effet de sacrifice permanent. Par contre, vous allez jouer à chaque fois. Ça, c'est sûr. Enfin, je veux dire, vous jouez avec du sacrifice et de l'aristocrate, vous voudrez jouer Bartholomé. D'autant plus qu'il ça permet de sacrifier des artefacts. Donc ça ouvre encore d'autres possibilités sur d'autres types d'aristocrates à artefacts. Par contre, c'est bizarre. Aristocrate artefact en blanc-noir... C'est pour tuer avec ta... Pas forcément le truc que je joue en premier. Hein. Ouais, mais c'est pour tuer avec ta marionnette master, en fait. Ouais, voilà. Mais c'est... C'est parce que je me dis aussi qu'il y a des setups où tu vas... tu vois, par exemple, il y a Agent du Trône de Fer, maintenant, qui dit que quand un artefact meurt... il va quitte le champ de... sacrifié ou quoi. Tu enlèves un. On a eu les chauves-souris qui disent aussi que quand un jeton est sacrifié... Ouais. Donc à partir de là, tout est ton surplus de food, ton surplus de trésors, tu vas pouvoir l'envoyer à la benne. Bon, les trésors, tu pouvais déjà techniquement, mais... Ouais. Mais je me dis que du coup, en fait... Food, map, blood, tu peux tout jouer. Quoi. Lui pourrait être jouable à la tête de son deck si, en effet, il spécialise artefact. Exactement. Là-dessus, il y a quelque chose à jouer. Mais... Pourquoi pas ? Oh la vache, ouais. Faut trouver s'il y a des artefacts qui sont intéressants quand ils sont qui ont des effets de quand c'est mis dans un cimetière, fais ça. Même si la plupart que j'ai en tête, ils ont déjà des effets d'auto-sacrifice, genre les eggs. Tu vois. Ouais, mais souvent ça coûte du mana à activer. Oui, il y en a pas mal. Donc là, t'as pas besoin, et ça change beaucoup de choses. Ouais, pourquoi pas. Pourquoi pas. En tout cas, il est intéressant ce petit Bartholomé. Oh la vache. Ouh. La carte suivante, c'est un humain et soldat qui s'appelle Caparocti, fils du soleil, qui coûte 4, dont un rouge et un blanc, c'est une 4-4. Et à chaque fois qu'il attaque, vous pouvez engager 2 artefacts et ou créatures dégagées que vous contrôlez. Si vous faites ainsi, découvrez 3. Découvrez 3, c'est quoi ? C'est en fait, vous allez exiler les cartes dessus de votre bibliothèque jusqu'à ce que vous exiliez une carte non-terrain avec une valeur de mana inférieure ou égale à 3. Lancez-la sans payer son coût de mana et mettez-la dans votre main. Ou mettez-la dans votre main, pardon. Mettez le reste en dessous de la bibliothèque dans un ordre aléatoire. Ce qui est en fait une simili-cascade.
C'est une meilleure cascade. C'est une meilleure cascade parce que si vous lancez pas la carte, vous allez pouvoir la mettre en main directement plutôt que de la remettre en dessous de la bibliothèque. Voilà. Et mais c'est con parce que c'est l'attaque. Alors, c'est con parce que c'est l'attaque, mais il y a des doubles triggers d'attaque qui existent. Caparocti, pas la tête de son deck, c'est sûr. Ouais. N'oubliez pas que tout ce cycle-là de créatures Unco qu'on vous montre, c'est parce que ça fait plusieurs sets maintenant que pour tout ce qui est les archétypes de limité, ils mettent une créature légendaire Unco. Comme ça, c'est plus facile à visualiser quelle créature va jouer quel type de strat en limité. Et donc là, apparemment, on serait sur un truc qui fait découvrir. Voilà. C'est sympa. C'est intéressant. Après, le coup est faut quand même engager, assez... quoi. Ouais, c'est... Faut pouvoir engager 2 autres artefacts. Il faut engager des artefacts et des créatures. T'es là, bon... Après, ça peut vite se faire avec, bon... Je veux dire, avec le nombre de créatures de jetons à droite à gauche, t'es là, bon... Surtout quand, bien évidemment, si vous décidez d'engager des créatures que vous venez de poser, vous pouvez, parce qu'elles n'ont pas le mal d'invocation. Elles sont pas affectées par le mal d'invocation. Pour la capacité, vraiment, en fait. Pourquoi pas. Moi, j'attends de voir découvrir... Il y en a beaucoup qui disent que c'est juste broken parce que c'est une meilleure cascade. J'attends de voir, en vrai. Ouais, je pense que ça peut être assez efficace dans un jeu qui est adapté avec vraiment, par exemple, plein d'effets. T'es là, parce que bon, comme c'est au moment de l'attaque, peut-être que tu vas tomber par exemple sur des auras et t'es là, bam, hop, je donne la double initiative par exemple, avec, pourquoi pas, avec Battle Mastery. Du coup, tu le jouerais en. Chose, hein. Du coup, il faut s'assurer que que ta curve reste à 3, quoi. Quasiment. Ouais. Ou alors au moins que tes éléments extrêmement importants pour que lui soit protégé, en fait il soit à 3 et moins. Ce qui est pas infaisable. C'est là l'avantage qu'elle a découvert par rapport à la cascade, c'est que c'est pas un sort que tu vas lancer. Enfin, la plupart des itérations de découvrir, c'est au moment de cast. Enfin, c'est pas au moment de cast, c'est quand il y a un truc qui se passe. Donc du coup, c'est assez cool. C'est intéressant là-dessus sur la mécanique. Donc ouais, Caparocti Voltron, pourquoi pas. Bon, après un go wide avec ah bah tiens il attaque, bam, on crée plein de jetons. On peut aussi. Là, ça peut être assez pourquoi cool. Pas. On va relancer. Ouais, il en reste. Il en reste. Il avait dit que ce serait rapide. On passe à la suite avec la capitaine Tempeste, Pierre de Cosmium. C'est une créature, c'est le retour de Tempest d'ailleurs, créature légendaire humain et pirate. C'est une de 2 pour un bleu et un rouge. À chaque fois qu'un artefact arrive sur le champ de bataille sous votre contrôle, mettez un marqueur +1/+1 sur un pirate ciblé que vous contrôlez. Le Cosmium, visiblement, c'est un des métaux de... Ouais, c'est le truc qui brille rose là. D'accord, et c'est un des métaux du centre d'Ixalan. C'est ça, et que les pirates ils font ah mais c'est trop bien en fait, on peut le voler. Alors, ouais. Ouais. Bah du coup on a un bleu-rouge artefact, quelle surprise. En même temps, pirate. Et pirate, ouais. Quelle surprise. Ouais, c'est dingue, hein. Ah, dis donc. Retourner 6 ans en arrière, là. Wouh 6 ans. Putain, oui, 6 ans. Ouais, ça fait 6 ans qu'il la vache, quoi. Mais bon, ouais. C'est simple. C'est simple, ça fait c'est efficace, voilà. L'avantage, c'est que bon, ça booste assez rapidement. Moi, c'est con, hein, mais je pense à un certain nombre d'un qui date du premier Ixalan qui dit que tes créatures avec des marqueurs +1/+1 sont imbloquables. C'est dingue, hein. Mais voilà. Mais c'est pas un pirate. On s'en fout. On s'en fout. Ouais. Jouez-le. Ouais, non, mais voilà, regarde, t'as ton petit board, tu vas jouer ton meilleur Brass Bounty, tu fais 7 trésors, t'as 7 marqueurs distribués. Voilà. Je sacrifie mes trésors, je joue mon héros des ruisseaux secrets, hop, ils sont imbloquables, bam, mes pirates. Ouais, voilà. Et pendant ce temps-là, t'as l'amiral Beckett qui fait ho 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 ho, je suis content. Voilà. Donc, c'est marrant. Petite carte sympa. En fait, ce qui est cool avec cette carte, c'est qu'elle va profiter d'effets. Elle va rien apporter de nouveau, mais elle va très bien compléter un truc qui était déjà à peu près mis en place. Et ça, c'est cool, tu vois. Et là, on a une meilleure jonction entre artefacts et pirates. Ouais. C'est cool. C'est vrai. Parce que c'est vrai qu'il y avait des pirates qui créaient des trésors, et ça le limitait à ça, en fait. C'est ça. Là, maintenant, ils sont encore plus forts. Ouais. Oh. Alors, je pense qu'on peut en parler tout de suite. Oui. Parce qu'il était ici, normalement. D'accord, oui. Guichat. Oui, on va parler de Guichat. Petit aparté. Parce qu'on ne parle pas des rééditions dans ces vidéos, vous le savez, mais il y a un commandant qui est réédité, c'est Guichat, l'avatar du soleil. Ouais. Il me semble que c'est ça le nom exact. Et vous le connaissez, on va pas en parler. Voilà. Et petit aparté, Wizard c'est un peu feignant de ressortir une carte qui certes est aimée par beaucoup de joueurs et qui certes coûte une tétrachie de pognon, mais vous auriez pu quand même proposer une autre carte pour Naya Dinosaure. Voilà, je vous avoue que c'était un petit peu décevant, surtout moi je me souviens, tout le monde était en mode on a hâte de voir le prochain Guichat ou le prochain gros commandant. Ah bah il y a eu un prochain Guichat, c'était le même. Voilà, mais les gens étaient là, ah ouais attends, qu'est-ce qu'ils vont faire, ils vont changer un petit peu, ça peut être cool. Et réédition était là. Il y a eu une déception globale, ça a été et nous et notre dino il est où? C'est très bizarre quoi. Voilà. Donc désolé les dino lovers, vous pouvez jouer Boîtelier à la place si vous voulez.
Ou récupérer un guichet qui, d'ailleurs, ils ont il y a une showcase, les showcase dinosaures, c'est des aquarelles et elles sont très très jolies. Voilà. Ou alors vous pouvez jouer lui. Bon. C'est Itzquint, l'aîné de Guichat, une créature légendaire dinosaure, 2-3 pour un rouge et un vert. C'est l'aîné, on est sûr, hein. C'est le premier, t'inquiète. C'est une célérité qui a, quand elle arrive sur le champ de bataille, vous pouvez payer 2. Quand vous faites ainsi, un dinosaure ciblé que vous contrôlez inflige un nombre de blessures égal à sa force à une autre créature ciblée. Ouais. Bah pareil, hein, ça sera bien dans un deck dino qui est déjà établi. En fait, ce que j'aime bien, c'est qu'il va très bien avec Guichat, justement. Et il peut prendre en fait la place d'un anti-bet. Ouais. Et ça, c'est cool. C'est un anti-bet sur patte. Et ça, c'est assez cool. Mm. Ouais. Mais parce que le truc, c'est qu'il faut comme condition que tu aies déjà un dinosaure quand il arrive en jeu, donc... Et il faut payer 4 finalement au total. Ouais. Bah, il peut le faire lui, mais c'est pas... T'as pas envie de coller... Enfin, à 2, tu colleras pas grand-chose, quoi. Pour 4 mana, je fais une 2-3 qui va coller 2. Ah, gros, je fais peur, tu vois. Ouais. Ça fait un peu cher le choc. C'est ça. Alors que là, sur un trigger de Guichat, t'ordonnes tes triggers correctement, t'as Ice-Queen qui vient, t'as mis aux étals-pas, tu fais bah je vais mettre 8 là-bas, j'ai buté mon seul bloqueur et puis vous êtes mort. Voilà, bravo. Par contre, dans les decks dino, c'est assez cool, c'est un dino qui coûte que 2. C'est très rare, je crois qu'il y en a que 3 au 4 maintenant. 3 ou 4. Oh, il y en a un dans le 7. Ouais, il y en a peut-être dans le 7 en plus, mais je pensais vraiment aux anciens, il y en avait peut-être 3 ou 4. 3 ou 4, ouais. Mais voilà, et ici c'est assez cool parce que du coup, s'il arrive en early game, bah au moins t'as une 2-3. Bon voilà, t'es là pour 2 mana, c'est cool, c'est l'hérité en plus. Et s'il arrive plus tard, bah t'as au moins l'anti-bet qui est assez sympa. Donc, je le verrai plus à la tête que voilà, dans le... Dans le deck. Ah, tu savais pas? Non, je suis pas au courant, en effet, je suis passé à côté. On va parler de la prochaine carte, c'est Kellan, le voyageur audacieux. Et oui, il est de retour, on vient à peine de le quitter. Créature légendaire humain peuple fée et éclaireur. C'est une 2-3 pour 1 et 1 blanc, et il a une aventure, comme c'est bizarre. Continuez le périple. Pour 1 vert, c'est un rituel aventure. Créez X jetons cartes, X étant 1, plus le nombre d'adversaires qui contrôlent un artefact. Puis exiler cette carte, vous pouvez lancer la créature plus tard depuis l'exil. Et pour info, les cartes c'est un nouveau type d'artefact qui pour 1, on le sacrifie et on explore. Non. À chaque fois que Kellan, voyageur audacieux, attaque, parce que la créature a aussi un texte, révélez la carte du dessus de votre bibliothèque. Si c'est une carte de créature avec une valeur de mana inférieure ou égale à 3, mettez-la dans votre main, sinon vous pouvez la mettre dans votre cimetière. Donc il pseudo-explore, enfin c'est bon. Oui, c'est une... Voilà. Bon, bah, il est là, quoi. Coucou, Kellan. Ah oui, parce qu'il y a des ponts entre les plans maintenant, mais Oui, et il cherche son papa. D'accord, ok. La vache. Il cherche Oko. Et visiblement, il y a une voie rapide, une autoroute entre... Non, sur un portail. Eldraine. Juste, il a pris le portail après Eldraine. Après les événements d'Eldraine, il fait « Ah ouais, tiens, prends ça, et tu vas voir, il y a peut-être des infos sur ton père là-bas. » Il passe, il arrive là. Ok. Hey, coucou, je suis là. Ok. Très... Ouais. Bon, les jetons cartes, oui, pourquoi pas. Enfin, c'est... Oui. Bah, disons que en commandeur, ça c'est intéressant quand même. Continuer le périple, ça c'est sympathique. Ouais. Mais c'est déjà dans des couleurs qui rendent bien. Donc pourquoi est-ce que t'en as à foutre d'avoir des cartes, quoi? Ouais. Enfin, explore. Pourquoi pas? Après, ça arrive assez vite en early game, quoi. Le côté créature, il est... Ouais. Alors, c'est un humain. Il est dans les couleurs de Catilda. En fait. Ouais. Il peut jouer dans les decks humains, c'est assez cool. Voilà. En effet, les decks humains blanc-vert. C'est pas... Bon, alors, après, c'est vrai que si tu joues avec des petits bodies en humain, ça peut être assez cool, quoi. Mais... Il fait tellement de trucs que t'as l'impression qu'il fait pas grand-chose de bien. Ouais, mais il fait des petits trucs. Comme il coûte pas... Comme ses capacités coûtent pas... Enfin, oui, après, voilà, c'est ça. Son aventure coûte 1 et lui, il coûte 2, hein. Faut pas l'oublier, donc forcément... Ouais, mais... On passe peut-être à côté de quelque chose, dans ce cas-là, dites-le nous, mais je trouve pas non plus qu'il soit exceptionnel, quoi. Voilà. On enchaîne avec Kutzil, l'archétype de Malamet, un chat et guerrier... What? Un chat et guerrier, d'accord. 3-3 pour 3, dont un vert et un blanc. Vos adversaires ne peuvent pas lancer de sort pendant votre tour. Putain de... Excusez-moi. Non, lis la suite. À chaque fois qu'au moins une créature avec une force supérieure à sa force de base que vous contrôlez inflige des blessures de combat à un joueur, piochez une carte. Vous voyez Arabo? Bon, en gros, la carte est design pour être jouée dans un deck Arabo. Le fait de pas de bloquer les adversaires pendant votre tour, c'est quand même très très bon. On le voit à chaque fois qu'il y a une carte qui fait ça, c'est joué. Et en fait, pourquoi dans Arabo c'est fort? Parce que avec le trigger d'éminence d'Arabo, eh bien, vous allez pouvoir donner +3/+3. Donc vous allez avoir la condition que Kutzil demande pour pouvoir piocher une carte, automatiquement. Sinon, c'est jouable également dans les jeux Antienne et dans les jeux Voltron. C'est vrai.
T'es là. C'est vrai. Et ça marche c'est aussi. super Non, mais beau. ça marche aussi. Honnêtement, après, tu joues Voltron avec du blanc-vert. Si tu veux jouer un truc comme Galéa en blanc-bleu-vert, bah t'es là, tu te dis, bah tu la mets dedans. C'est un super support, je veux dire. Enfin, avec le. Enfin, il peut pas lancer de sort pendant son tour, quoi. Je veux bien que c'est pas non plus ne pas activer de capacité, mais déjà ne pas lancer de sort, c'est énormément bloque pas mal de d'interactions en choses. fait qui sont bloquées par ça, quoi. Ça bloque pas mal de choses. C'est. Ah oui, mais ça coûte que 3. Tu peux le jouer un petit peu aussi avec les 8 bears. Ouais. Alors en disant, bah tiens, hop, c'est un 8 bear de plus, quoi. Complètement. Puis derrière, tu mets une ou deux anciennes dans le pack et t'es content, quoi. Tout simplement. C'est. Ah ouais, non mais. Ouais. J'aime beaucoup le flavor text. Mais ouais, c'est. Donnez-moi amusant. 1 heure pour en faire de la chair à fungus. C'est ça. Mais du coup, il y a une tribu de chats. Ouais, qui sont dans le centre de. En fait, dans le cœur de. Dans le noyau d'Ixalan, ils se sont rendus compte que, il y avait des anges. Que D'accord. 2, il y avait un peuple chat qui étaient des gros fanatiques de la guerre. Mais de la D'accord. guerre propre, tu vois. Ouais. Et il y a un groupe d'humains qui utilisent le cosmium, donc avec le bleu là. D'accord, ok. Voilà, entre autres. Et ils cherchent des trucs. Après, j'ai pas encore lu. Il se passe des choses J'ai bizarres. pas encore lu l'histoire. Oh. La carte suivante, c'est l'Ancestral. Une créature légendaire esprit et dieu. C'est une 8-8 pour un bleu et un noir. Et elle a descente 8, donc il ne peut pas attaquer ou bloquer à moins qu'il y ait 8 cartes de permanent dans votre cimetière. Et pour 2, un bleu et un noir, piochez une carte, défaussez-vous d'une carte. Quand vous défaussez d'une carte de cette manière, un joueur ciblé meule un nombre de cartes égal à sa valeur de mana. Oh la vache. Ah, t'en as tellement rien à foutre du fait que ce soit une bête. Ouais. Ah, c'est marrant, hein. Moi, je l'aime bien. Bon, après, si, honnêtement, une 8-8 Si pour tu peux deux, attaquer derrière. t'es quand même très content. Après, c'est vrai que en bleu-noir, les permanences, c'est pas non plus... Enfin, voilà, t'en as C'est quand pas même, ce que... mais c'est pas ce que tu vas jouer en priorité. Exactement. T'es là, bleu-noir, tu te dis, bah ouais, des contre-sorts, des gestions, tout ça, bam, on est parti. Après, si tu t'orientes sur des permanents qui font de la gestion et du contre-sort, ça peut être intéressant. Ouais. Voilà, donc un petit truc Ouais. à faire. Le seul Et sans problème... suite, c'est largement faisable. Le seul problème que je trouve sur l'Ancestral, c'est qu'il n'a pas d'évasion. Ouais. Après, Il y a des honnêtement, bonnes auras dans les couleurs, Ouais. mais il n'a pas d'évasion, quoi. Après, moi, ce que je vois, c'est qu'il y a terrain d'entraînement bleu et que sa capacité peut coûter un bleu et un noir. Ouais, c'est pas mal. T'es un Training Grounds, t'es de l'Ancestral, et tu commences à jouer après, quoi. Ah ouais. T3, bam, vas-y, j'active pour 2. Oh, je Ah, défausse. tu peux te meuler toi-même, t'en as rien à foutre. Hein. Donc voilà, c'est mignon. Ça peut être fat, je pense que ça peut être fat si c'est bien monté. Mais genre, je pense qu'il va y avoir une decklist à peu près fixe et on va être en mode... Tiens, ça c'est comme ça qu'on peut le jouer correctement. Peut-être que ça va être... on va avoir d'autres éléments plus tard, mais... Là, ça sent un petit peu le... Tiens, il y a une bonne decklist là pour jouer meule et éventuellement aggro. Ouais. Bon, pourquoi pas. Voilà. Ah, Oh. lui je l'aime bien. Nous avons une autre créature légendaire qui est un ancêtre Fungus qui s'appelle le Myco-Tyran. Et c'est une créature à 3 manas, dont un noir et un vert. C'est une étoile piétinement, avec la force et l'endurance équivalentes au nombre de créatures que vous contrôlez qui sont des fungus et ou des saprobiontes. Déjà, Vous ça voyez donne un le petit ton. peu le tribal, là. Et au début de votre étape de fin, créez X jetons de créature 1-1 noir fungus avec cette créature ne peut pas bloquer. C'est une habitude en ce moment. X étant le nombre de fois où vous êtes descendu ce tour-ci. Donc voilà. Donc Et descendu... on descend chaque fois qu'une carte de permanent est mise dans votre cimetière depuis n'importe où. Ah la vache! Ouais. Ah, c'est bien parce que tout à l'heure il y avait un petit truc, c'était avec descente 4 Ouais, et 8, voilà. t'es là. Là, et c'est puis lui descente X. c'est, vas-y, tu descends, vas-y, descends. Automeule. Bam les fungus. Ouais, Et là, bam des ok, fungus, tu d'accord. fais tout un board, et après tu trouves ta Wincon dans ton cimetière à un moment, et faut pas oublier que le truc a eu XX piétinement. Ça sent la carte bien fat quand même. Hein. Il coûte que 3. Ouais. Il est incroyable. Ça sent vraiment la carte bien pétée. Ouais. Alors beaucoup vont faire la comparaison avec Fonge-Pied, mais faut pas... Enfin, c'est deux decks qui vont être C'est complètement pas pareil. différents. Parce que Fonge-Pied, t'es pas sur l'automeule du C'est tout. ça. Là, t'as envie de mettre des cartes au cimetière et de les réanimer ensuite, quoi. T'as envie de faire... Enfin, de faire pas mal de... Ouais. Ah putain, ouais, mais en plus, je suis en train de réfléchir à autre chose. Quoi? Bah, tu peux le jouer réanimateur un peu en masse, parce que comme tu crées des jetons en grosse quantité, tu peux t'amuser à jouer, par exemple... Allez, la carte à 9 qui réanime toutes les créatures de tous les cimetières. Ouais. Voilà. Mais tu joues, en fait, parce qu'à côté, tu vas avoir des hôtels d'Ashnod, Ah hôtels oui, de bah oui, Phyrexian. bien sûr. Et en fait, t'es là, bah, c'est super con, parce qu'en fait, plus tu vas mettre de cartes au cimetière, Plus tu vas en mettre. plus tu vas avoir de jetons qui pourront te permettre de faire du mana et éventuellement ramener le reste. T'es là, ouais, ça peut être un peu con.
Pareil, le conseil des prétors, tu récupères toutes tes cartes. Donc t'as fait plein de jetons, et t'es là, vas-y, hop, je récupère tout ça en sacrifiant quelques-uns. C'est réglé, vas-y. Ouais. Putain. On peut mettre aussi les doubleurs de jetons, histoire de faire encore plus de jetons fungus. Tu peux jouer aristocrate si tu veux les sacrifier. Complètement. Complètement. Putain, non. Il est bien, hein. En fait, c'est très très simple comme système. Il fait tout ce que tu veux faire en Golgari. Ouais. Là, j'avoue que ça me donne envie de monter un deck. Ouais, mais... Ouais. Et je veux dire, vous avez même pas besoin de le jouer tribal fungus finalement, parce que bon, fungus saprobion, t'es là. Bon, après, il y en a peut-être quelques-uns qui vont être assez cool, soyons honnêtes, hein, il y en a peut-être un ou deux qui vous aurez envie de jouer. Mais en fait, ça va être Automul de All the Way. Quoi. Ouais. C'est assez con-con. On passe à la suite, c'est Nikanzil, la conductrice des courants, créature légendaire ondin et éclaireur. C'est une 2-3 pour un vert et un bleu. À chaque fois qu'une créature que vous contrôlez explore une carte de terrain, vous pouvez mettre sur le champ de bataille engagé une carte de terrain de votre main. Et à chaque fois qu'une créature que vous contrôlez explore une carte non-terrain, mettez un marqueur +1/+1 sur Nikanzil, conductrice des courants. C'est fort. Et c'est marrant parce que du coup on a blanc-rouge explore. Non, c'était blanc-rouge discover. Blanc-rouge discover. On a bleu-vert explore en effet, ouais. Mais quel explore. Enfin, genre, ça me rappelle à Iverna, tu sais, qui permettait de lander depuis la cascade. Bah là, c'est land quand tu explores. Ouais. Ce qui est vraiment fort. Chaque fois qu'une créature une carte mon terrain, mettez un marqueur, ouais, c'est efficace. C'est la continuité des jeux marqueurs avec les ondins du premier Ixalan. Ouais. C'est un bon lien, là, quand même. Très bien, il n'y a pas de défaut. Moi, je vois pas de défaut particulier dessus. Hein. Non. C'est marrant parce que finalement, c'est Simicran pioche. Non, ta gueule. Il ressemble, mais c'est tellement détourné en fait que moi, je vois autre chose. Oui. Il y a d'autres possibilités, il y a d'autres éléments, donc ouais, c'est. Ça serait un peu réducteur de dire c'est. T'es obligé d'explorer sur quoi. Ouais. Voilà. Si t'explores pas avec Nikanzil, ça sert à rien. Ouais, bien sûr. Mais ouais, par contre, là, faut vraiment axer autour de l'exploration. Ouais! On a le retour de Saeli, éclat du soleil, une créature légendaire humain et artificier qui coûte un bleu et un rouge, c'est une 2/2. Et pour un bleu et un rouge en l'engageant, vous créez un jeton qui est une copie d'une autre cible que vous contrôlez, créature ou artefact, excepté que c'est un artefact en plus de cet autre type. Il acquiert la célérité, sacrifiez-le au début de la prochaine étape de fin, pardon. S'il y a une étape de fin. S'il y a l'étape de fin, bien évidemment. Voilà. Parce que Sundial of Infinite... Voilà, si vous arrêtez l'étape de fin en cours de route au déclenchement de la capacité, bah t'es là. Tu connais. Bon, bah, il n'y a pas grand-chose de fou. En fait, c'est une bonne carte. Une bonne carte, et c'est des effets qu'on connaît déjà, mais qui a un petit plus, parce que là, du coup, tu peux cibler aussi un artefact si tu veux. C'est fort, hein. J'aime bien le fait que Saeli soit sur Ixalan pour faire des dinosaures mécaniques. C'est parce qu'elle aime bien Watley. Bah ouais. Elle s'aime bien. Elles sont potes. Voilà, non, potes. Ouais, potes. Voilà. C'est des potes. Bon, voilà. Mais non, c'est pas mal. Mais, moi, je trouve qu'en commandant, c'est plutôt cool, hein. Ouais. Bon, après, il faut avoir des bonnes créatures. Encore une fois, il y a rien qui me transcende. En fait, c'est fort, mais il y a rien qui est transcendant en fait dans ce qu'elle fait. Non. Elle coûte pas cher, elle permet de copier les trucs, mais on connaît déjà tout ça, tu vois. En fait, je pense que c'est surtout le deck qui va apporter beaucoup le gaz, et Saeli, en fait, va être là pour rajouter un petit peu une dose dessus. Mais là-dessus... Puis elle va être avec tous ses potes, il va y avoir Feldon, il va y avoir Delina, bien sûr. Jaxis, le maître. Non, quoi Pas les bonnes couleurs. Oh. Mais ouais. Ah, le suivant, c'est le souverain Okinek Ao, créature légendaire chat et noble, c'est une 3/4 pour 2, un vert et un blanc, il a la parade 2, et à chaque fois que le souverain Okinek Ao attaque, pour chaque créature que vous contrôlez avec une force supérieure à la force de base de cette créature, mettez un nombre de marqueurs +1/+1 égal à la différence sur cette créature. Donc, on va mettre des marqueurs en fonction de la différence entre la force de base et la force au moment où la capacité va se résoudre, et pour chaque créature, puisque le texte est pas très clair à ce niveau-là. J'ai été perturbé par l'illustration. Pourquoi? C'est des chats? Non, mais on dirait qu'ils ont un petit haut de forme en fait sur la tête. Ah, mais alors il a carrément un haut de forme. Hein, non, mais on voit sur le bouclier en fait, c'est une sorte de grande plume en pierre. Fait, hein. Mais en pierre, mais t'es là, mais en fait, on dirait des petits hauts de forme. Ils les ont tous en plus derrière. Ouais, c'est les petits chapeaux. On dirait des petits chapeaux. C'est au secours. Non, ouais, voilà. Attends, je vais regarder la carte du coup. En gros, non, c'est bon, voilà. Mais ouais, ben on retrouve encore ce côté antienne, boost, etc. Qui mais est boost plutôt, vénère, hein. Bien fat, quoi. Ouais. Parce que même ton simple lord, en fait, le souverain, il va regarder et il fait « Hey, toi,
t'as plus de base, tiens, prends un autre plus de, sous forme de marqueur. Sous forme de marqueur, ouais. Donc en fait, tous les doubleurs étaient dans les couleurs pour doubler tous les jetons. Tous les marqueurs. Putain, heureusement qu'il n'y a pas le rouge. Putain, heureusement. Bah, j'en ai pas besoin. Non, mais le rouge avec les boosts de force. Ah ouais. Ah ouais, non. Oui, genre, non, mais oui. Ah tiens, animosité partagée. Tenez, chat. Non, attendez, on joue chat en Naya. Oh là 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 là. Non, mais on disait, là, ton Craterouf, il est encore pire. Ah, c'est une catastrophe. Hein. Enfin, tout ce qui est les gros boosters de force, etc. T'as également la quête du... Renouveau. Non, l'ascension du chasseur de bêtes. L'ascension du maître des bêtes, voilà, qui est quand même pas mal, hein. T'es là, plus 5, DM. Pas mal. Mais en fait, on est sur cette logique antienne, et moi j'avoue que ça me fait plaisir de voir un truc, parce que c'est pas quelque chose qu'on a vu souvent. Ouais. Et les quelques fois où on l'a vu, c'était nouveau, c'était vraiment frais, et là il est bien foutu, quoi. Du coup, on était en train de se... Enfin, est-ce qu'il prendrait pas le rôle de meilleur commandant dans cette strat boost antienne, Célestia Franchement, parce faudrait qu'on refasse un petit tour des commandants. Ouais, mais là, c'est un sérieux prétendant à ce titre. Hein. En plus, il y a encore autre chose. Hein. Je vais faire chier, mais vous savez que je l'aime bien cette stratégie. Marqueur +1/+1. Et le truc, c'est qu'on est en blanc et vert. T'es là, marqueur +1/+1 en blanc et vert, moi, ça m'évoque le piétinement et le vol. Hein. T'es là avec les lords qui existent. T'es là. Donc, le souverain et l'attaque, t'es là. Oh ouais, c'est juste une 3-4 au sol. Et ben, en fait, allez hop, on vole, on piétine et tu tabasses, quoi. Les trucs de... les Abzan, les trucs d'Abzan, plus tous les lords marqueurs +1/+1 qui donnent le piétinement. Parce qu'il y en a au moins 4 ou 5. Ouais. Ah, ils sont nombreux, hein. Ça peut être très lourd, hein. Non, il est bien. Il est très très bien. Mais si vous voulez l'intégrer dans un deck, c'est un chat, mettez-le dans Arabo et vous verrez que mettre 3 marqueurs +1/+1 en plus, c'est toujours bien. Après, moi, j'ai envie de le monter à la tête de son propre deck. Oh, bah, c'est sûr. Plutôt que de faire, tiens, je le mets dans Arabo. Ah, tiens, tu vas rigoler en lisant celui-là. Oui, je connais. Donc, du coup, on va parler de Urbanbach. Aussi, est-ce que je peux le faire à l'allemande? Moi, je l'appelle Urbanbach. Urbanbach. La grande erreur. Une créature légendaire, squelette et horreur. Arrête. Il coûte 5, dont un bleu et un noir. C'est une 6/4 qui a la vigilance et la menace. Oui, vous avez bien entendu. Et il a descente 8, donc tant que vous avez au moins 8 permanents dans votre cimetière, et uniquement en rituel, vous pouvez activer la capacité suivante. Pour 6 manas, dont un bleu et un noir, vous le renvoyez sur le champ de bataille depuis votre cimetière avec un marqueur fatalité sur lui. Et si une créature avec un marqueur fatalité sur elle devait mourir, elle est exilée à la place. Ouais. Ah bah, Voltron. Bon. Enfin, le truc, c'est 6/4 vigilance menace pour 5. Hein, donc ouais. Très bon candidat, un deck Voltron un peu sympa. On le disait tout à l'heure, il y a des bonnes auras quand même dans les couleurs qui existent. Ouais, c'est l'évasion. L'infection. Voilà. Et sinon c'est... Alors, il a 2 types qui sont intéressants. Il a Squelette et Horreur. Squelette, on verra dans le set, mais ça commence à arriver. Ouais. Et Horreur, Capitaine Engatrod, il aime bien avoir un truc qui passe, qui a 6 de force, quoi. Vigilance menace, en plus. Avec Engatrod, il aurait quand même eu la menace, mais bref. Voilà, très sympa, c'est une petite unco, donc on va pas non plus tergiverser dessus trop longtemps, il est juste bien. Ouais. Un retour inattendu, mais notamment, nonobstant, très content. Vito, le fanatique d'Aklazots, créature légendaire vampire et démon, c'est une 4/4 vol pour 2, un blanc et un noir. À chaque fois que vous sacrifiez un autre permanent, vous gagnez 2 points de vie. Si c'est la première fois que cette capacité s'est résolue ce tour-ci. Si c'est la deuxième fois, chaque adversaire perd 2 points de vie. Si c'est la troisième fois, créez un jeton de créature 4/3, blanche et noire vampire et démon avec le vol. Tu connais Razaket? Ouais. Oui, voilà. Oui, pourquoi mais pas que. C'est très intéressant. Oui. Moi, ce que j'aime bien, c'est que c'est au sacrifice de permanent. Pas au sacrifice de créature. Les trésors, ça fonctionne. Les fetch, ça fonctionne. Ouais. Oh la vache. Oui. Ah, mais ça peut aller tellement vite, quoi. Ça va demander le build de build de façon très maligne, quand même. Ouais. Et en plus, tu vas dire, pour quelle finalité? Comme tu l'as dit, Razaket. Et avec ton Razaket, tu vas chercher... tu vas sacrifier d'un autre truc et tu peux mettre toutes les combos liens de vie qu'on connaît. Surtout qu'en plus, il y a un avantage assez énorme, c'est que ton vampire 4/3, la démon avec le vol, déjà c'est un très bon body pour attaquer derrière, tout comme Vito lui-même, hein.
Et surtout, c'est un élément que tu pourras sacrifier au besoin. Ouais. Et tu te dis, entre un fetch, un trésor, et ensuite ton vampire que tu sacrifies, une bête, bah en fait, t'as fait les 3 capacités sur le même tour. Ouais. Et encore, moi, personnellement, je pense que la dernière, elle est très bien. Le dernier déclenchement, il est très bien. Mais, pour moi, le deuxième, c'est l'essentiel. Ah oui. Parce que tu vas pomper vite les points de vie, ça va être très bien. Et je me dis déjà, rien que les 2 premiers, ça sera largement suffisant. Donc voilà, vous vouliez un bon petit aristo, le v'là. L'avantage qu'il a, qui est aussi un inconvénient, c'est que, par contre, va falloir que tu te limites par tour dans ce que tu vas faire. Sauf si t'es sûr d'aller chercher ta boucle plus rapidement, mais en tout cas, il te propose un truc en attendant ta boucle. Ouais. Et ça, c'est cool. Et c'est vrai, comme tu dis, que le 3ème, si t'en as besoin, t'es pas obligé de le faire. Tu connais Pitiless Plunderer ? Ah bah bien sûr. Mais c'est sûr. Ton jeton, tu le sais que tu vas faire, et hop, on est reparti, t'es là. C'est le genre d'effet, en fait, qui va être super fat. Mais c'est sûr. Ouais. Puis bon, enfin, tous les créateurs, enfin, tous les effets d'aristocrates qui créent des jetons, t'auras envie de les utiliser pour derrière. T'es reparti, quoi. Vito, très 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 bonne carte. Il y a vraiment un beau potentiel. Et en même temps, il a été conçu de façon intelligente, qui fait que du coup, t'as pas non plus envie d'aller trop vite. Ouais. Et ça, c'est cool. Ouais. On continue avec Zoyowa, langue de lave, un gobelin et psychagogue, la vache, 2-2 pour un noir et un rouge, il a le contact mortel, et au début de votre étape de fin, si vous êtes descendu ce tour-ci, chaque adversaire peut se défausser d'une carte ou sacrifier un permanent. Zoyowa inflige 3 blessures à chaque adversaire qui n'a pas fait ainsi. Voilà, et bon, il faut qu'une carte de permanent soit mise au cimetière depuis n'importe où. Moi j'aime bien. C'est efficace, c'est rigolo. Pas mal du tout. Hein. Il y a... C'est uniquement ton étape de fin. Voilà, c'est que ton étape de fin. En même temps... Et en fait, le principal problème qu'il a, c'est qu'il laisse trop de choix aux adversaires. Il peut soit se défausser, soit sacrifier un permanent, donc n'importe quoi, ou, et seulement dans ce cas-là, il va mettre 3. Mais... Il y a un avantage. Il coûte que 2. Il arrive très vite. Ah oui, non mais c'est sûr. Et puis toi, tu vas être là, tu vas être tour 2, tu vas le jouer, et puis après tu fais, du coup, je vais craquer mon étendue sauvage en évolution. J'ai descendu ce tour-ci. Moi, je vois, on parle de la descente, mais j'ai envie de reparler d'une capacité qui s'en rapproche un petit peu, c'est la révolte. On n'a pas eu la même, mais ouais. Mais les deux se valent. Morbidité sur ces créatures et révolte sur tous les permanents, mais qui quittent le champ de bataille, pas forcément qui vont au cimetière. Ouais. Donc voilà, mais c'est vrai que la révolte, on s'en rapproche un petit peu. Et morbidité, oui, bien sûr aussi. Mais encore une fois, voilà, l'avantage, c'est qu'il ne coûte que 2, et il me rappelle, pour le coup, pour ce qu'il fait, il y a un délire un peu à jury, où t'as vraiment envie de avoir ce petit build un peu sacrifice, à pas trop par tour. Et Zoyowa inflige des blessures, il en inflige 3. Donc on peut lui mettre l'infection. Tu sais dans quelle équipe il peut rentrer ? Il peut rentrer dans Prosper. Ouais, ou tu fais le trésor, tu sacrifies et t'es là. On est parti. Pas super envie. Ah voilà, mais bon, il y a un bon petit potentiel. Ouais. Ok. Et du coup, là, maintenant, on va parler des 2 cartes de créatures légendaires qui seront disponibles dans les boosters d'extension. Collector extension. Boosters d'extension, et qui sont apparentés à Commander Ixalan. Le premier, c'est Tedzin, le champion gnome. C'est une créature artefact légendaire gnome 2-2 pour un bleu, un rouge et un blanc. Vous voyez, quand je vous disais qu'il y avait Jeskai tout le temps. À chaque fois que Tedzin ou un autre artefact recto verso arrive sur le champ de bataille sous votre contrôle, mêlez 3 cartes. Vous pouvez mettre une carte d'artefact parmi elles dans votre main. Et il a façonné avec 6 artefacts, 4. Pour 4, exilez cet artefact, exilez les 6 artefacts parmi les autres permanents que vous contrôlez et ou les cartes dans votre cimetière, renvoyez cette carte transformée sous le contrôle de son propriétaire, ne façonnez que lorsque vous pourriez lancer un rituel. Et de l'autre côté, c'est le colosse au rouage d'or, donc c'est un transform, c'est littéralement un Megazord. Créature artefact légendaire gnome 6-6 vigilance piétinement, et à chaque fois que le colosse au rouage d'or arrive sur le champ de bataille ou attaque, transformez jusqu'à un autre artefact recto verso ciblé que vous contrôlez, créez 2 jetons de créature 1-1 artefact incolore gnome. Il y a tellement de choses, mais c'est littéralement un commandant Transformers du coup. Oui, c'est un commandant pour jouer avec les Transformers. Parce que là... il en prend beaucoup, hein. Des artefacts recto verso, t'as... Alors, le truc c'est qu'il n'est pas noté que les artefacts doivent être recto et verso artefacts. Du coup, ce qui fait que tous tes artefacts de Ixalan 1 qui se transforment en terrain, ça fonctionne en fait. T'es là, ouais. Il y en a à qui je viens de penser. Vas-y, continue. Mais surtout que derrière, ça veut dire également que tu peux transformer directement quand lui il va être façonné. Tu peux t'amuser en fait à transformer ton terrain, enfin ton artefact en terrain directement, celui d'Ixalan. Oh ouais, c'est marrant, cool. tiens. Bon.
Après, honnêtement, la mécanique façonnée, je la trouve ok. Mais le souci pour moi, c'est que là, il y a trop. 6 artefacts, c'est vraiment beaucoup. Alors, la récompense est plutôt grande, hein, c'est une 6-6 vigilance piétinement. Mais c'est vrai que le tempo, il est un petit peu... Il est un petit peu bizarre. Ouais. Bah, surtout qu'en plus, Tedzin, il va te faire auto-meuler, récupérer un artefact. Et là, mais t'es pas... Alors, bon, t'es pas obligé de mettre une carte artefact de ton cimetière dans ta main, mais t'as envie finalement qu'elle reste au cimetière pour pouvoir les exiler avec le façonnage, quoi. C'est assez étrange. Je sais pas. Par contre, ouais, en effet, voilà, avec le côté transformation, ça peut être très cool. Si vous jouez avec les Transformers, bien évidemment, qui sont sortis il y a un an, bah, ça peut être assez amusant, quoi. Est-ce que tu te souviens du portail d'Azor ? Oui, putain, oh non. Non, parce que tu parlais justement des cartes artefacts qui devenaient des terrains. Le portail d'Azor, c'était un artefact de Rivals of Ixalan qui coûtait que 2. Et qui avait une condition complètement débile à retourner, c'était un peu chiant, fallait genre exiler 5 cartes de sa main avec des CCM différents pour pouvoir ensuite le retourner. Mais de l'autre côté, c'était très fort parce que ça donnait un terrain qui ajoutait X mana, X étant notre nombre de points de vie. Oui, c'est fort avec ça, oui, bien sûr. Enfin voilà, il y a moyen, mais oui, comme tu dis, sinon Transformers. C'est vrai que ça va être le assez... build est... C'est un peu beau. Ça va être jank, quoi. Ça va vraiment être très jank. Tu le regardes en même temps, c'est une pile de jank, le bordel. Hein. Bref. Littéralement. Donc voilà, encore un commandant G-Sky, quoi. Le second commandant, du coup, de ces boosters d'extension, c'est Xavier Sal. Javier Sal, le capitaine infesté. Une créature légendaire humain et fungus et pirate 3-3 pour un noir, un vert et un bleu. Il s'engage pour retirer un marqueur d'un autre permanent que vous contrôlez, peuplé, n'activé que lorsque vous pourriez lancer un rituel, et il s'engage en sacrifiant une autre créature pour proliférer, n'activé que lorsque vous pourriez lancer un rituel. Moi j'aime bien. Ouais, et j'aime bien. Je pense qu'il est fort en fait. Je pense qu'il y a quelque chose autour vraiment d'un peu con. Ouais. Là, c'est peut-être un peu trop tôt. Je pense que c'est le build où il faut un petit peu réfléchir avant de se dire « Ah, vas-y, foncer tête baissée vers un truc. » Là, dans l'immédiat, t'as envie de jouer avec un truc qui va te demander d'avoir beaucoup de marqueurs. C'est con parce que j'aurais pensé à Gavé, mais il est pas dans les bonnes couleurs. Bah, c'est ça en fait. Mais du coup, tu peux complètement jouer avec les marqueurs les marqueurs sport des fungus, ouais, en effet. Puis t'es à peu près dans le thème, donc c'est cool. Surtout que ça peut... Mine de rien, ça peut aller assez vite, sachant qu'on a quand même Tekutal qui existe aussi, double la prolifération. T'emmerde pas, joue marqueur plus 1/+1. Ouais, oui, tu peux faire ça aussi. Là, parce que là, t'en parlais de Taylor là tout à l'heure. Là, tu peux ajouter menace, contact mortel, tu peux les rendre imbloquables, piétinement, peut pas être contré. Enfin. Non, ouais, mais derrière, c'est pas forcément les trucs que je vois le mieux là-dessus. J'ai l'impression que il y a quelque chose d'autre derrière. Copie, oui. Tu peux faire des copies de créatures. Tu fais des copies de copies, du coup, puisque peuplé, ça copie toujours un jeton, donc ouais. Oui, en effet. Tu peux faire ça. Tu peux jouer en mode copie, enfin bon, ça peut être assez intéressant. Bref, il y a des choses à faire. Il y a des choses à faire, et en tout cas, vous en faites pas, hein, Xavier. Si tu commences à pouvoir l'engager, tu es sûr de pouvoir le dégager derrière en bidouillant un truc. Bah déjà, enfin bon, excusez-moi, mais Intruder Alarm, voilà, je vais vous le dire tout de suite, parce que innoté, tu l'engages, tu retires un marqueur, tu peuples. Donc du coup, tu crées un nouveau jeton, logiquement un jeton de créature, puisque voilà, c'est uniquement ça. Et t'es là, bah hop, je le dégage, hop, je peux continuer, etc. quoi. Ouais. C'était un truc qui permet de proliférer à droite à gauche, bah... Le design est super intéressant, en tout cas. Ouais. Un peu cassé. Et on n'a pas terminé, puisque maintenant, on va parler des quelques créatures légendaires qui sont disponibles dans l'édition qu'ils ont appelée Jurassic World. Donc il y a une vingtaine de cartes, à peu près. Jurassic Park, ils l'ont appelé parce qu'ils respectent la... Non, elle s'appelle Jurassic World. Non, c'est pas... Si. Donc il y a à peu près une vingtaine de cartes, quelques créatures légendaires qui sont issues des 2 sagas. Et on va commencer tout de suite en parlant de Blue Raptor Loyal et de Owen, qui est partenaire avec Owen Grady, dresseur de Raptor. Donc, bref. Blue Raptor Loyal, c'est une 5/4 pour 2, un vert et un bleu. Elle a créature légendaire dinosaure, bien sûr, partenariat avec Owen Grady, dresseur de Raptor. Pour chaque sorte de marqueur sur Blue, chaque autre dinosaure que vous contrôlez arrive sur le champ de bataille avec un marqueur de cette sorte sur lui. Owen, de son côté, c'est une créature légendaire humain, soldat et scientifique, c'est une 3/2, pour un incolore, un vert et un rouge, partenariat avec Blue, et on l'engage pour mettre selon votre choix un marqueur menace, piétinement, portée ou célérité sur un dinosaure ciblé,
n'activer que lorsque vous pourriez lancer un rituel. Ouais, bon, bah le partenariat il est assez évident, on sait pourquoi est-ce qu'il existe, c'est vraiment ce côté, je donne des marqueurs, Blue du coup donne les marqueurs aux autres dinosaures. Voilà, c'est une sorte, du coup Owen Grady a une sorte de contrôle indirect sur les dinosaures qui vont être joués. C'est ça. Après, bleu, rouge, vert, pour les dinos... Eh ben, pourquoi pas. Parce que rouge-vert, c'est clairement la couleur dominante. Donc, le blanc a toujours été un petit peu minoritaire, et puis bon, ça fait que vous jouerez pas de Talpa, bande de salopards. Donc, tu peux jouer Netzal. Oh, merde. Oh, mince. Bah, il est mieux, hein. Il est pas très bien. Mais voilà, du coup, l'avantage, c'est que, on se retrouve avec le rouge-vert qui est toujours au centre du pack, mais ce qui est très bizarre, c'est le fait que Blue, finalement, n'est pas jouable dans un deck dino classique. Ouais. Alors que Owen Grady l'est. Mais on dirait presque qu'il y a une inversion de couleur. Non, plus alors Blue qui n'est pas bleu, c'est vrai que ça a peut-être été choquant pour certains. Oui, mais moi je trouve ça bizarre qu'un scientifique n'ait pas du bleu. Mais bon, voilà. Mais j'aime bien parce que du coup, la combinaison de Témur avec des marqueurs fonctionne très bien, je trouve. Oui, l'idée est pas mal. Tu peux t'amuser, et puis il y a énormément de... Là, en fait, Owen te propose 4 marqueurs différents, mais faut pas oublier qu'avec Ikoria, on en avait beaucoup plus. Plus en plus, oui, enfin, bon, il y en a eu plein. Marqueurs de capacité, marqueurs défense talismanique, enfin, tout ça, quoi. Ah non, mais ça peut être très très con, bien sûr. Et après, puis si tu veux rester dans le thème Jurassic Park, tu peux cloner tes Raptors. Oui, on peut cloner Tu peux cloner Blue. Tu peux faire plein de Blue. I'm Blue Daboudi Dabouda, t'en fais plein, boum. Et du coup, c'est intéressant, et à la fois, je me dis, il y a peut-être un truc où les cartes individuelles vont peut-être être un peu problématiques, parce que Blue se jouera pas seul, et Owen Grady dans le deck dino, il va être ok. Mais... tu peux ajouter Owen dans un deck dino. Bien sûr, mais ça va être un peu mou finalement. Là, tu dis, je vais juste mettre un marqueur capacité une fois de temps en temps, donner la célérité à un dino, voilà. Ouais. Pourquoi pas. Moi, en tout cas, le mix des deux m'intéresse. Par contre, les deux, en effet, clairement. Ça a l'air assez rigolo. Le commandant suivant, c'est Ellie et Alan, paléontologue, créature légendaire, humain et scientifique, qui coûte 5, dont un vert, un blanc et un bleu. C'est une 2-5, et vous pouvez l'engager pour exiler une carte de créature de votre cimetière, et ça fait découvrez X étant la valeur de mana de la carte exilée, n'activez que lorsque vous pourriez lancer un rituel. Donc on rappelle, c'est une simili-cascade qui va exiler les cartes du dessus de la bibliothèque, jusqu'à révéler une carte non-terrain, qui du coup coûtera X ou moins. Et vous pourrez du coup la lancer. Donc on va jouer avec le cimetière en pente. Ouais. Ça va bien avec Tokasia, exactement. Ce qui est drôle, c'est que tu vas pas vouloir jouer forcément dinosaure. C'est peut-être un des seuls, des rares de ce set-là à pas être orienté dino. Mais par contre, tu vas pouvoir jouer pod. On peut jouer pod, on peut jouer pod, on peut jouer tous les effets, survival of the fittest également. Enfin, exactement. Tu peux jouer tous les éléments qui vont te permettre de défausser les créatures pour aller chercher d'autres créatures, etc. Enfin, bon, là, c'est assez cool. Ou on peut juste dire qu'on va jouer avec une tribu spécifique. Pourquoi pas. Humain. Mais en tout cas, il va falloir que votre build soit très très toolbox. Et qu'il y ait beaucoup de créatures. C'est les bonnes couleurs pour toolbox. C'est les bonnes couleurs, voilà. On a tout ce qu'il faut. Mais en tout cas, ce qui est cool, c'est que là, le Discover X, ça permet des trucs assez cool. En fait, ce que j'aime bien, c'est que la carte est tellement large dans son approche que tu peux faire un peu ce que tu veux et que c'est très libre comme build. Donc voilà. Assez sympa. Celui-là, je pense que c'est mon préféré. C'est Henry Wu, généticien d'Ingen, créature légendaire humain et scientifique. C'est une 1-4 pour un noir, un vert et un bleu. Henry Wu, généticien d'Ingen, et les autres créatures humains que vous contrôlez ont l'exploitation. Donc, quand une créature avec l'exploitation arrive sur le champ de bataille, vous pouvez sacrifier une créature. À chaque fois qu'une créature que vous contrôlez exploite une créature non humain, piochez une carte. Si la créature exploitée avait une force supérieure ou égale à 3, créez un jeton trésor. Alors, ce qui est génial, c'est qu'on a des très bonnes couleurs, puisque l'exploitation, ça vient à la base de Sultai. Et derrière, ça a été réutilisé dans les derniers Innistrad en bleu-noir. Donc, ça va très bien ensemble. Je veux dire, là, on peut pas faire mieux en termes de commandant. Les Silumgar, c'était. Alors, je trouve ça très drôle qu'on voit pas sa tête. Oui, c'est ce que j'allais dire. Je sais, putain, mais Henri, pourquoi t'es de dos? T'es là, mais c'est un personnage de dos, au secours. C'est ça. Ça aurait presque pu être un terrain, tu vois. T'es là. Mais en tout cas, ça va te demander... on en rigolait en disant, je sais plus avec qui, que putain, mais en fait c'est genre la reverse Winota. Parce que c'est pareil, tu vas avoir des humains qui vont utiliser des bêtes non humains, donc peut-être mettre des humains qui mettent des jetons non humains pour être sûr de pouvoir exploiter un truc. Sauf que du coup t'as pas assez de trésors, donc c'est un peu triste. Mais si t'as un Pitillas Plunderer, tu t'en fous.
Voilà, ça va être, tu vois, c'est déjà c'est un peu le build vers lequel j'aurais envie d'aller en voyant ce truc. Après, je pense, il y a peut-être un potentiel de réussir à combler les deux en disant on fait des non-humains qui, du coup, ont une force supérieure à 3. Mais il y a peut-être des fois où il faudra faire un choix. C'est ça. Ça va être vraiment, je vais être obligé d'exploiter des humains, mais en même temps qui ont une force supérieure à 3, ok. Après, il y a moyen, quoi. Ouais. Sans jouer sur les jetons, on peut simplement jouer sur des créatures qui peuvent être animées derrière, etc. Enfin, bon. Genre un simple comment Bloodghast, ça peut être très très bon. Ah oui, ça peut être très bien en effet. Ouais. Bien sûr. Et bien sûr, ne pas hésiter à mettre d'autres effets qui exploitent par eux-mêmes, et du coup, en fait, t'exploites... En gros, ils vont avoir exploitation 2 fois. Donc tu peux sacrifier 2 créatures, et avoir 4 effets. Et oui, s'ils sont humains, et avoir 4... Il y en a 2 ou 3. Mais du coup, ça te donne 4 effets. Ouais. C'est intéressant, il y a toujours l'effet d'exploitation de la carte en elle-même qui va être. Et si t'ajoutes Drive Node, tu doubles les effets de mort. Qui ne marchent pas. Donc c'est un peu dommage. C'est dommage. Ça marche pas. Zut. Dommage. Bon, c'est pas grave. Mais là-dessus, ça peut être assez cool. Ouais. On va parler de ton chouchou. Ouais. On va parler de Ian Malcolm, le théoricien du chaos, une créature légendaire humain et scientifique qui coûte 3, dont un bleu et un rouge. C'est une 2-2. Et... J'aime bien, ils l'ont mis sur le script. Dans le script, on a mis Thibaut en parlera mieux parce qu'il veut faire la liste. Oui. Alors, du coup, c'est un humain et scientifique. À chaque fois qu'un joueur pioche sa deuxième carte à chaque tour, ce joueur exile la carte dessus de sa bibliothèque. Pendant le tour de chaque joueur, ce joueur peut lancer un sort parmi les cartes qu'il ne possède pas, exilé par Ian Malcolm, et n'importe quel type de mana peut être utilisé pour le lancer. C'est tellement bon, oh putain, c'est tellement bien. Mais, oh là là, mais c'est mieux qu'un knowledge pool. Voilà, parce que knowledge pool, voilà, c'est un peu pareil, c'est vas-y, tu lances un sort, bah non, en fait, tu l'exiles, et tu vas pas lancer un autre sort exilé. Mais là, en fait, tu ne peux pas toucher tes cartes. Tu vas forcément toucher les cartes des adversaires. C'est génial. Mais non, mais c'est marrant, quoi. C'est marrant. Oh, moi, ça m'emmerde. Ça donne juste envie de monter un deck fait exprès pour quand tu tombes contre ce genre de deck. Alors, mais honnêtement, en fait, moi, ce que je vais trouver très drôle, très amusant, c'est que ça oblige tout le monde, y compris toi, en fait, à imaginer une autre façon de gagner avec la combinaison de tous les decks à la table. Et c'est une théorie, du coup, c'est marrant. Mais en fait, ça va créer des rencontres assez étranges entre les différents decks. Et de ça, tu dois réussir à trouver, du coup, un moyen de gagner. Parce que on est logé à la même enseigne que les autres joueurs. Et évidemment, on va utiliser tous les effets qui font piocher une carte en plus, voilà, la mine rugissante, tout ça. Donc, il y a un mini-groupe hug, parce que de toute façon, les gens ont quand même... ils n'ont pas non plus accès à leurs ressources. C'est juste qu'il y a des cartes qui vont être exilées, et auxquelles ils auront accès, en fait... ils auront accès aux cartes des autres joueurs qui ont été exilés de cette manière-là. Donc c'est assez cool. Là-dessus, ouais, c'est... Après, t'as pas envie de faire piocher non plus trop, et bon, c'est un équilibre à trouver, et je trouve ça très intéressant. Après, voilà, ça contrairement à un deck KO, un vrai deck KO qui empêche vraiment du pifomètre et tout, là, en fait, c'est juste que non, il va y avoir des cartes en plus auxquelles t'auras accès qui ne sont pas les tiennes. Du coup, ça peut être très cool, notamment... Alors, on est en bleu et en rouge, ça veut dire que si tu joues depuis l'exil, il y a des avantages, hein, je veux dire, je pense à Nulfeshni, par exemple, et des effets pareils qui font, ah bah tiens, hop, on va avoir des bonus, on va faire des trésors, on va mettre des dégâts, et là, c'est cool. Et ensuite, tous les effets du genre, ah bah tiens, je contrôle les permanents dont je suis pas propriétaire. Je vais piocher des cartes avec l'autre machin, là, cette mana, et voilà, et d'autres trucs comme ça. Donc, ça peut être très cool à jouer, sans non plus empêcher les joueurs de continuer à jouer autour de la table. Et en plus, tu continues à leur donner des ressources. Donc en fait, c'est un peu la foire ou n'importe quoi, mais juste, c'est un bonus au-dessus de la partie, presque. Donc bon, moi je suis super intéressé. Et je vais le monter, le deck, vous allez le voir. D'accord, oui, c'est sûr. On passe à la suite avec Indominus Rex Alpha, créature légendaire dinosaure et mutant. C'est une 6-6 pour un incolore, 2 hybrides d'Ymir et 2 verts. Quand l'Indominus Rex Alpha arrive sur le champ de bataille, défaussez-vous de n'importe quel nombre de cartes de créatures. Il arrive avec un marqueur vol sur lui si une carte défaussée de cette manière elle vole. C'est aussi vrai pour initiative, double d'initiative, contact mortel, défense talismanique, célérité indestructible, lien de vie, menace portée, le piétinement et la vigilance. Quand l'Indominus Rex arrive sur le champ de bataille, piochez une carte pour chaque marqueur sur lui. C'est une réédition. C'est Catherine. Ouais, mais arrêtez avec ça. Bah, c'est quand même mieux. Bon, c'est mieux, au moins il pioche. Ouais, au moins il... Bah non, mais... il te refait ta main, lui. Ouais, il refait ta main, ouais, si tu veux, oui. Tu mets un nosolite dessus, tu le sacrifies, tu le fais revenir. Il récupère ses marqueurs, tu te refais les mains. L'avantage, c'est l'accès à la défense tale en bleu, c'est vachement plus simple. Bon, tu me diras, il y a le vert.
C'est aggro. C'est aggro, voilà, ça peut être très intéressant. Après, le truc, c'est que, bleu et noir, c'est pas les capacités les plus puissantes, quoi. Il manque... En rouge et en blanc, il manque quand même beaucoup. Il manque de la célérité. Bon. Il manque la célérité. En vert, tu le trouves. Tu le trouves, mais pas beaucoup. C'est pas... Oui. Le rouge est très bon pour la célérité. Bon, là, on a le vol, c'est l'avantage. Mais puis le blanc pour la double initiative, ça aurait été mieux. Là, t'as pas grand-chose non plus, quoi. Ouais, moi, je trouve que l'absence du blanc et du rouge, t'as tout le... ça fait mal. Tu sais, t'en parlais tout à l'heure, mais là, t'as tout l'aspect où t'es en train de jouer un Sultai où tu vas juste grossir ton cimetière aussi. Hein. Bien sûr. Donc du coup... Mais c'est pas la vibe que me donne le commandant. Ouais, mais c'est le plan B. Oui, plan B, c'est je réanime mon board. Pourquoi pas hein. Comme avec Catril, tu pouvais le faire en mettant l'ultimatum. Bien sûr. Pourquoi pas. Et enfin... On a l'Indoraptor. L'Indoraptor. Excusez-moi, j'ai pas vu le dernier film. L'hybride parfait, une créature légendaire dinosaure et mutant, 3-1 pour 3, dont un générique, un noir ouvert ou un rouge. Et un rouge, pardon, excusez-moi, on va y arriver. Avec soif de sang X. Elle arrive touche de bataille avec X marqueur plus 1, X étant le nombre de blessures infligées à vos adversaires ce tour-ci. Elle a la menace et elle a la rage. À chaque fois qu'elle subit des blessures, choisissez un adversaire au hasard. L'Indoraptor inflige un nombre de blessures égal à sa force à ce joueur, à moins qu'il ne sacrifie une créature non jeton. C'est fort pour 3 mana. C'est pas mal pour 3 mana. C'est un petit peu la quintessence de ce que Jund fait de façon bête. Oui, c'est bourrin. C'est bête et méchant. Ouais. Mais de toute façon, Soif de sang, c'était Jund. Ouais. Là-bas, c'était vraiment du... Bah, c'est ça. Grul. C'était Grul 1. Ouais, c'était Grul, mais c'était pas mal axé. Enfin, le Jund s'en a approprié un petit peu, c'est l'accaparé. Bon, ça marche très bien, quoi. C'est rigolo. C'est fort. Ça fera pas un bon pack, hein. Ça va être très bourrin, quoi. Voilà. Ça va être, vas-y, je bourrine très rapidement. Tu vas jamais le lancer au tour 3. Non. Ça va souvent être, attends, je vais attendre de mettre pas mal de dégâts, et puis, paf. Voilà, quoi. Donc, ouais. Pourquoi pas. C'est tout. Et voilà. Bah oui, c'est tout. Il y avait pas un autre Malcolm ? Non, c'est un Secret Lair et c'est un skin de Atlapalani. Ah oui, c'est vrai. Ok, d'accord. Eh ben, qu'est-ce qu'on en pense de tout ce bordel ? Ben, il y a beaucoup de déceptions sur les cartes attendues, genre t'as une Watley qui est pas très bien. En fait, les mythiques sont loin d'être les meilleurs en fait. Il y a quelques mythiques qui sont. Il y a 2-3 trucs qui sont cool, mais je suis d'accord avec toi. On a un nouveau cycle de dieux qui, en fait, ont pas nécessairement leur place à la tête d'un deck, ce qui est quand même un peu dommage pour un dieu. Et ils sont pas indestructibles, ce qui est aussi un peu dommage pour des dieux, parce qu'on a eu l'habitude de les avoir au moins qui étaient capables de se protéger correctement. Là, comme ils se retournent, ils sont plus ou moins recyclés. Ils sont plus ou moins recyclés. Bon, bref. Wizard essaie de trouver les autres moyens d'éviter de dire ouais, ils sont indestructibles parce que ça fait chier les gens, quoi. Ce que j'aime bien, c'est qu'ils ont réussi à se détacher de l'image très très axée tribu qu'avait le premier Ixalan. Ouais. Et ça, c'est plus cool. Mécanique, ils sont plus mécaniques, exactement. Des grosses bonnes surprises dans des couleurs que j'attendais pas, notamment Amalia. Ouais. Amalia et Bartholomé qui sont genre, je les ai lus, j'ai fait ouais, ok. Le commandant rouge, pareil, tu lis, tu fais putain, trop bien. Et beaucoup de petits trucs qui, comme ça fait déjà 2-3 sets, on se dit tiens, ça va bien là, ça va bien là. Et qui reprennent la place de petits trucs en mieux ou en différent que de choses qu'on connaissait déjà. Bah, moi j'ai la même vibe qu'avec Eldraine, ce qui est une bonne chose, hein. Je veux dire, moi mon retour sur Eldraine était plutôt assez positif. C'est que le fait de voir des commandants rares et unco qui me plaisent à ce point-là, où je me dis, il y a un bon potentiel dans un deck, ils ont vraiment une place, et à la tête de leur propre deck, ils peuvent donner quelque chose de vraiment cool sans avoir à se dire, ouais, vas-y, ça va ramer du cul et tout. Évidemment, il y a des versions qui sont un petit peu plus budget, qui sont un petit peu moins, un petit peu moins chiantes à monter que d'autres. Après, moi, la grosse déception, c'est les mythiques, parce que là, on retrouve un truc que je n'aime pas du tout quand Wizard fait, c'est je vais tomber sur une mythique que je vais ne pas aimer du tout et ne pas jouer. Alors bon, c'est pas le cas pour tous, mais c'est vrai qu'il y a quelques dieux, t'es là, tu te dis putain ouais, c'est des dieux, mais j'ai pas vraiment envie de tomber dessus. Et parfois même, je vais être très sec, hein, mais même en limité, j'aimerais bien ne pas tomber dessus. Parce que bon, même si c'est des grosses bêtes et tout, bah voilà. Après, il y en a qui ont des mécaniques qui sont super pointues, et puis il y a d'autres trucs qui sont waouh. Moi je suis là, je me dis putain, ça va défoncer quoi. Il y a une inégalité au niveau des mythiques, alors que pour derrière, je trouve qu'au niveau des rares et des unco, on est plutôt bien
en fait. Il y a une bonne représentation, ça correspond à la rareté, des fois c'est même un petit peu supérieur à ce qu'on attend. Et ouais, c'est cool. Au niveau des deux commandants d'extension, bah, ils sont sympathiques, c'est sympa, c'est mignon. Tu sens qu'ils veulent laisser un peu une ouverture aux joueurs, d'essayer de trouver quelque chose d'autre. Et c'est bien que ce soit à ce slot-là en fait qu'ils décident de mettre ça et pas ailleurs. Pas dans le deck. Pas dans un deck ou pas dans l'extension ouais. parce que ça ferait un trop gros trou avec le. Donc qui garde cette espèce de design où ils ont genre 10 cartes où ils font ce qu'ils veulent. Et Jurassic Park, bon, on n'a pas parlé de toutes les cartes, on a parlé de que des commandants. Moi j'aime bien. Dans l'ensemble, je les aime bien, ça reflète. Je me dis, heureusement qu'ils en ont pas fait trop. Ouais. Ça aurait été une catastrophe. On n'a pas eu de Tyrannosaurus Rex, je suis un peu deg. Ouais. Il y a la scène sur une carte qui est présentée, et c'est une créature, mais elle est pas légendaire. J'aime bien le fait qu'il n'y ait pas non plus tous les personnages de tous les films, parce que putain, ça aurait pu être très très long. Ouais. Non, mais c'est bien. Et là, c'est vraiment, ils ont fait, allez, vas-y, on va prendre quelques-uns des personnages principaux, voilà, un ou deux gros dinosaures qui sont reconnaissables. Hop, et on a bouclé. On s'arrête là. Et honnêtement, bien, très bien. Et c'est pas plus mal, ouais, effectivement. Ouais. Mais ouais, ce qui est bien, c'est que du coup, là, on en est à un point maintenant où c'est vrai que on trouve des pièces en se disant, oh tiens, ça, ce sera mieux que ça. Ça, ce sera mieux que ça. Ça, c'est moins bien que ce qui existe déjà, donc c'est pas grave. Après, moi, il y a juste un truc qui m'inquiète, ce sont les mécaniques de l'extension. Alors, il y en a qui sont très simples. L'explorer, on a le retour, pas de souci. La découverte, tout là, oui, ça va. C'est un bon design. Moi, ce qui m'a le plus inquiété, c'était alors la descente. Mais bon, finalement, c'est ça va. Pas si compliqué que ça. C'est façonné. Voilà, c'est le façonné par contre. Le façonné, il me fait très très peur. On va en reparler dans la vidéo des cartes de l'extension, je pense. Parce que bon, heureusement, il n'y a pas beaucoup de commandants, n'est-ce pas ? Il n'y en a qu'un seul qu'on a vu qui jouait avec le façonné. Et il y avait peut-être une raison là-dessus. Donc ouais. C'est un peu c'est compliqué pour pas grand-chose. Ouais. Et en plus, il y a eu des erreurs en français. Ah ouais ? Ouais, on va en reparler quand on parlera des cartes, mais je vais péter un plomb un jour. Mais très bien. C'est très très bien ça. Voilà. Donc on a fait le topo de tout ça, mais ouais, il y a du bon. Et ce que j'aime bien, c'est les nouvelles mécaniques qui s'intègrent avec d'autres mécaniques qu'on connaît déjà, qui sont. C'est juste un petit peu différent, mais on est toujours la même vibe. Voilà, l'automeule pour la descente, tout ça, c'est cool. Yes. Puis bon, ouais, ça. Puis c'est très marrant de voir que descente et explorer fonctionnent ensemble finalement. Ah ouais, je pense que c'était fait pour. Ouais. Ça c'est amusant, moi j'aime bien. Mais voilà. Du coup, le bilan de tout ça. Oui. Ça sent bon. Ouais, comme d'hab. Maintenant, ils ont. Enfin, ce serait mentir que de dire qu'ils ont le commandeur en tête quand ils designent un set. Donc, la preuve en est, on se tape 10 créatures légendaires de plus, ne serait-ce que pour dire, bah oui, mais regardez, ça représente les archétypes de limité. Ouais. Et dans ta tête, c'est, bah oui, mais en fait, tenez, on vous donne 10 potentiels commandants supplémentaires. Ouais, qui sont faciles d'accès. Et en fait, ça se sent, ça fait 2-3 sets où on dit, bah ouais, en fait, c'est cool, ça va. Je pense qu'ils ont surtout envie aujourd'hui de faire en sorte que les joueurs de commandeur, ils aient du matos, mais sans avoir à investir dans les decks forcément, ou d'avoir à investir dans une boîte complètement aussi. Dire, ah vas-y, je vais devoir acheter tous les commandants et tout. C'est-à-dire, bah, regardez nos commandants Inco, ils sont sympas aussi, vous pouvez jouer, si vous voulez jouer avec les mécaniques de l'édition, vous pouvez faire un petit deck commandeur autour. Donc même quelqu'un qui a fait une avant-première ou deux, il peut s'amuser, il peut dire, ah ouais, c'est bon, j'ai les cartes et tout, je peux faire un deck. Ah, c'est sympa. J'aime bien. Et voilà. Bref, on va se laisser ici avant de parler très prochainement, des cartes de l'édition en elle-même. On intégrera probablement les dernières cartes de Jurassic Park. Ouais, il n'y en a pas beaucoup, et il y en a qui sont très très fun. Donc donc on parlera un petit peu de tout ça. Et puis on finira avec les decks. Oui, je sais que certains d'entre vous attendent les analyses des decks, mais honnêtement, c'est super lourd les 4 decks d'un coup. Donc là, on va prendre un peu le temps avant d'y aller. C'est ça. Donc voilà. En tout cas, on espère que cette vidéo vous a plu, et n'hésitez pas à laisser vos propres commentaires dans les commentaires. Voilà. Dans vos propres avis. Vos propres avis. Dans les commentaires. Oui. Vos propres commentaires dans les avis sur la vidéo. Oui. Bref, sur ce, à la prochaine et salut à tous. Au revoir.